Un nouveau roman mystérieux et palpitant invite vous à écouter. Je lève les yeux au moment où un homme au visage rougeau, avec une écoupe à la brosse, entre dans le restaurant. Il secoue sa casquette pour énoter les gouttes de pluie. « Salut, ma belle », lance-t-il à la fille aux cheveux roses qui prépare les boissons derrière le bar. « Est-ce que tu pourrais accrocher ça dans la vitrine ?»« Bien sûr. »« C'est pour une nouvelle collecte de fonds pour la caserne ?» demanda-t-elle avec un mouvement de menton en direction du papier qu'il tient à la main. « Non. »« Quelqu'un est porté disparu. »« C'est vrai ? Elle a disparu quand ? » ?»« Pas elle. Il. Et il a disparu le soir de l'ouragan. On essaie de diffuser l'information. Il. Ça a le mérite d'être original. La porte se referme derrière lui. La serveuse s'approche de l'extrémité du comptoir et lit à voix haute à l'attention d'une cliente qui est en train de déjeuner. Dr Sam Statley, psychologue, 1,85 m, cheveux noirs, yeux verts. Il conduit une Lexus RX 350 de 2019. Elle siffle, la feuille à hauteur du visage. La nana avec qui il a disparu est une sacrée petite vénarde. J'aperçois la photo de samedi. Ses yeux, sa fossette, le mot disparu écrit en police taille 72 au-dessus de sa tête. J'ai lu un article dans le journal ce matin, dit la cliente. Il est allé travailler et n'est jamais rentré chez lui. C'est sa femme qui a signalé sa disparition. La serveuse s'approche de la vitrine. Sa femme ? J'espère pour elle qu'elle a un bon alibi. Vous savez, c'est qu'on dit. Quand un homme disparaît, c'est toujours la faute de sa femme. Elle rit tandis que la serveuse colle la photo de Sam contre la vitre trempée par la pluie. Je plonge ma cuillère dans la soupe insipide et bois à petites gorgées, le regard rivé à mon bol, la boule au ventre. Chapitre 1. 3 mois plus tôt. Ce cul incroyable. Un cul tellement parfait que Sam est incapable de le quitter des yeux extendis qu'il monte la côte d'une des rues du centre. Voilà un demi-pâté de maison qu'il marche derrière elle. Ils sont passés devant le fromager, la librairie, le nouveau caviste coté avec sa porte d'un rouge éclatant. Il fait semblant d'examiner les drapeaux américains soldés à 50% dans la vitrine de la quincaillerie Hoyt, tandis qu'elle s'approche de l'entrée du Parlor, le restaurant de tapas chic qui a ouvert il y a 3 mois. Un homme en sort, emboîtant le pas à sa femme, et lui tient la porte. Il s'attarde pour admirer le spectacle, tout en priant sûrement que son épouse ne s'en rende pas compte. Comme Sam l'a dit. Un cul incroyable. Le restaurant a investi l'espace précédemment occupé par 2 générations de dentistes. La façade en briques a été remplacée par une élégante baille vitrée. Sam marque un temps d'arrêt et l'observe depuis l'extérieur, tandis qu'elle traverse la salle et s'installe au comptoir. Elle retire sa veste en lin. Commande un verre. Elle sort un livre de son sac. Les mouvements de ses épaules sous le tissu fin de son haut blanc évoquent les ailes d'un oiseau. Il continue sa route, s'arrête pour regarder les annonces dans la vitrine de l'agent immobilier voisin. Il attend 9 minutes exactement, suffisamment pour qu'elle ait presque fini son verre. Alors qu'il dessert son nœud de cravatite revient sur ses pas, il ressent la montée d'adrénaline habituelle. C'est parti. La porte du Parlor s'ouvre au moment où Sam s'en approche, une bouffée d'air climatisé en émane, qui vient se mélanger à l'humidité du soir. Dr Statley, une patiente, se tient devant lui. Il doit se creuser la tête pour retrouver son nom. Elle a commencé sa thérapie il y a 15 jours. Karin Caroline. Katerine, Erpon Samet Merde. Ce qui ne lui arrivait absolument jamais à New York se produit constamment ici. Il tombe sur des patients dans la rue, au supermarché, à la salle de sport. La dernière fois remonte à pas plus tard qu'hier. Il a fait ses 5 kilomètres sur le tapis de course pendant qu'Alicia Chao, la professeure de lettres fraîchement divorcée avec des troubles d'anxiété, faisait du vélo elliptique. Chaque fois, ces rencontres le déroutent. Comment allez-vous ? Bien, merci, dit Catherine. Catherine Walker. Painter Reputee en New York. A acheté une maison $1 million avec vue sur la rivière. Je vous présente Brian. Sam lui serre la main. Brian. Le restaurateur qui ne la satisfait pas au lit. À demain, lance Catherine alors que Sam entre dans le restaurant. C'est pour dîner ? Lui demande la fille à la réception. Elle est jeune et blonde. Des tatouages. Très jolis. S'il devait deviner, il dirait étudiante en art, avec un piercing caché quelque part sous ses vêtements. À une époque, le genre qui aurait assurément fini dans son lit à 22h au plus tard. Non, répond Samedi. Juste pour boire un verre. Le bar est bondé de clients récemment débarqués de la ville, qui partagent des petites assiettes de choux de Bruxelles grillés et d'escornichons à $9.
Sam se dirige vers la femme et s'autorise à la frôler du coude en passant à côté d'elle. Son sac à main est posé sur le tabouret entre eux. Sam se cogne dans l'un des pieds en s'asseyant, assez fort pour faire tomber le sac à terre. Excusez-moi, dit Sam en se penchant pour le ramasser. Elle lui sourit en le lui prenant des mains, le suspend à un crochet sous le comptoir et se replonge dans son livre. Qu'est-ce que je vous sers ? Lui demande le barman. Elle a des cheveux noirs gominés et des dents d'une blancheur presque dérangeante. Un Johnny Walker Blue, répond Samedi. Sec. Un homme avec des goûts de luxe, constate le barman alors que Sam sort sa carte de crédit de son portefeuille. Ce sont ceux que je préfère. Et j'aimerais payer un verre à cette jeune femme. Pour me faire pardonner d'avoir dérangé son sac à main de la sorte. Elle sourit laconiquement. C'est aimable à vous, mais mon sac va très bien. Non, j'insiste. Qu'est-ce que vous buvez ? Elle hésite, le jauge du regard. Bon, d'accord, 7 TL. Un DRY Martini. 5 olives. Un DRY Martini ? Je vous aurais plutôt rangé dans la catégorie amatrice de rosé. C'est fort sexiste de votre part. Mais vous savez ce qu'on dit sur le DRY Martini. Elle a appris à observer les gens à leur insu, une compétence professionnelle qui lui permet de voir qu'elle porte un soutien-gorge rose pâle avec de la dentelle sous son haut blanc et que la peau de ses épaules brille légèrement. Non, qu'est-ce qu'on dit sur le DRY Martini ? L'union du gin et du vermouth est l'un des mariages les plus heureux qui soient. Et l'un des plus éphémères aussi. Le barman pose son verre devant elle. Bernard de Voto, précise-t-elle. S'amoche la tête en direction de son livre. C'est ce que vous êtes en train de lire ? Elle lui montre brièvement la couverture, dévoilant l'image d'une silhouette de femme. Non. C'est ce fameux thriller dont tout le monde parle. C'est bien ? Passable. Encore une narratrice non fiable. Je commence à en avoir un peu marre de la façon dont les femmes sont dépeintes dans la fiction, pour être honnête. Et comment sont-elles dépeintes ? S'enquiert Samedi. Oh, vous savez. Nous sommes sujettes à la névrose et à l'hystérie et on ne peut pas se fier à notre jugement, ce qui, par conséquent, légitimait l'idée de la masculinité hégémonique et de la position dominante des hommes dans la société, et justifie la subordination des femmes. Elle s'empare de son verre et reporte son attention sur son roman. Enfin bref. Merci pour le DRY Martini. Sam la laisse lire une page de plus avant de se pencher sur elle. Et donc, madame l'experte en littérature, vous êtes là pour le Weekend? Non, répond-elle en tournant une page. Je vis ici. Vous plaisantez. Chestnut, il est une petite ville. Si je vous avais vu, je pense que je m'en souviendrais. Elle lève les yeux vers lui. Je suis nouvelle. Je suis arrivée de New York le mois dernier. Une idiote de la ville, je crois que c'est le terme qu'utilisent les gens du coin. Avec ses dents, elle fait glisser une olive le long du pic à cocktail. Il s'éprend à imaginer le goût salé que doivent avoir ses lèvres lorsqu'il sent une main sur son épaule. C'est Reggie Mayer, le pharmacien. Sa femme Nathalie est une patiente. Elle pense que Reggie sent le salami. Nathalie ne se sent pas très bien, explique Reggie, un sac plastique à la main. Je suis venue lui chercher de la soupe. Sam se penche vers lui. Il ne détecte pas la moindre odeur. Dites-lui que je lui souhaite un bon rétablissement. Comptez sur moi. Merci, docteur. Docteur ? Répète la femme après le départ de Reggie. Psychologue. Elle rit. Vous êtes psychologue. Quoi ? Vous ne me croyez pas ? Sam ressort son portefeuille de sa poche et en extirpe une carte de visite, qu'il fait glisser sur le bar jusqu'à sa voisine. Étrange, lance-t-elle en la lisant. J'aurais juré que vous étiez pédiatre. Vous voulez m'analyser ? Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas déjà fait ? Elle ferme son livre et se tourne vers lui. Et donc ? Vous êtes intelligente. Pleine d'assurance. Fille unique, je dirais. Bien joué, docteur. Des parents dévoués. Scolarité en école privée. Au moins un diplôme universitaire, probablement 2. Sam marque une pause, avant de reprendre. Vous êtes également devenue experte dans l'art de supporter le fardeau, qu'implique le fait d'être une femme à la beauté exceptionnelle dans ce monde. Elle lève les yeux au ciel. Waouh. Alors ça, c'était nul. Peut-être, mais je suis sérieux. Je parie que si nous demandions à tous les hommes présents dans cette salle qu'ils aimeraient ramener chez eux ce soir, 100% d'entre eux vous montreraient du doigt. 99, corrige-t-elle. Le barman vous montrerait de vous. Être la cible constante des regards masculins peut avoir des conséquences, continue Samedi. Dans le métier, on appelle ça la théorie de l'objectification. L'expression de sa voisine s'adoucit. C'est un truc qui existe vraiment, alors. Pour certaines personnes, oui.
Est-ce que vous pensez que je devrais adopter un chien dans le cadre de ma thérapie? Vous plaisantez? Une fille sexy avec un chien? Ça ne ferait qu'empirer la situation. Elle sourit. Vous avez inventé tout ça pendant que vous marchiez derrière moi en regardant mon cul? Ou alors est-ce que c'était pendant que vous étiez dehors, à m'observer à travers la baie vitrée? J'étais au téléphone, explique Samedi. Une crise existentielle qui exigeait une prise en charge immédiate. C'est dommage. Moi qui espérais que vous étiez en train de rassembler votre courage pour venir me draguer, je suis déçue. Elle garde ses yeux rivés aux siens, tandis qu'elle fait glisser une autre olive entre ses lèvres. Elle aspire le morceau de piment rouge qui se trouvait à l'intérieur et soudain, c'est là, le sentiment qu'il pourchasse depuis qu'il a 15 ans, telle une drogue. L'excitation à l'idée qu'il est sur le point d'étirer son cou avec une belle femme. Je dois avouer que vous avez un cul exceptionnel, dit Samedi. Je sais. Elle pose son regard sur le verre de Johnny Walker Blue. En parlant d'exceptionnel, j'ai entendu dire beaucoup de bien de votre whisky. Je peux? Elle soulève le verre et examine la couleur de l'alcool à la lumière avant de le porter à sa bouche pour goûter la boisson. Vous avez raison. Très bon choix. Elle approche son visage du sien. L'odeur du whisky parfume son haleine. Si vous n'étiez pas un psychologue marié qui vit dans le coin, je vous inviterais dans ma bouche pour goûter. Il sent une vague de chaleur remonter le long de sa nuque. Comment savez-vous que je suis mariée? Vous portez une alliance. Et elle glisse sa main dans sa poche. Qui vous a dit ça? Est-ce que votre femme est au courant que vous êtes de sortie ce soir? Occupée à analyser les filles uniques pleines d'assurance de Chestnut Hill, New York, ma femme est en Déplacement. Répond Sam. Qu'est-ce que vous diriez de vous joindre à moi pour le dîner? Elle rit. Vous ne savez même pas comment je m'appelle. Ce n'est pas votre nom qui m'intéresse. Je vois. Elle pose son pic à cocktail. Fait disparaître sa main sous le bar. Dans ce cas, tout va bien? C'est le barman, qui les observe en se grattant un sourcil pendant qu'elle fait lentement glisser ses doigts de bas en haut sur la cuisse de Samedi. Oui, répond-elle. Extrêmement bien. Le barman s'éloigne. Sa main atteint son entrejambe, où elle s'attarde pendant une bonne minute au moins. Elle ne le quitte pas des yeux. D'où Jésus, docteur. D'après ce que je vois, la pauvre fille qui vous a épousé a de la chance. Elle repose sa main à côté de son verre. N'oubliez pas de le lui dire de ma part. Comptez sur moi. Sam se penche sur elle et pose délicatement sa main sur sa joue, caressant son oreille de son souffle chaud. Tu sais quoi, Annie Potter? Tu as de la chance. Elle sent le shampoing Pantene et porte les boucles d'oreilles qu'il lui a offertes la veille au soir. Maintenant, je te prierai de bien vouloir remettre ta main sur ma bite. Je suis navrée, docteur Statley, répond-elle en époussetant un cheveu sur son épaule. Ce n'était qu'une partie de ton cadeau d'anniversaire. Tu vas devoir attendre qu'on soit rentré à la maison pour le reste. Dans ce cas, Sam fait signe au barman de lui apporter l'addition et Annie mord dans la dernière olive. Comment s'est passée ta journée, mon cher mari? Moins bien que la soirée qui m'attend. Tu as vu ta mère? Oui. Comment tu l'as trouvée? Ça allait. Annie soupire. Tout le monde là-bas était si ronchon hier. Il déteste la nouvelle direction. Pas maintenant. Annie, dit Sam. Et elle n'est pas prête à remplacer la sensation de la main de sa femme sur sa braguette par la pensée de sa mère, seule et malheureuse dans la maison de retraite à $5 500 par mois, où il a placé il y a 6 mois. Très bien, n'en parlons plus, concède Annie. Elle lève son verre. À une autre semaine de mariage couronnée de succès. Les 6 semaines passées ont été si agréables que je nous en donne au moins si des plus. Sam ajuste le débardeur d'Annie pour couvrir sa bretelle de soutien-gorge qui dépasse sur son épaule. Tu es sûr que tu ne m'en veux pas pour tout ça? Tout ça, c'est-à-dire quitter New York. Déménager dans ce trou paumé. M'épouser. Pour ta gouverne, j'adore vivre dans ce trou paumé. Elle attrape l'addition que tend le barman et la signe rapidement. Et dans tous les cas, tu es très riche, alors que demande le peuple? Et maintenant, docteur, ramenez-moi à la maison et donnez-moi du plaisir. Elle se lève et enfile lentement sa veste. Sam la suit en direction de la sortie, tellement ravi par le spectacle de sa femme qui marche devant lui qu'il remarque à peine le sourire charmeur de la jolie blonde en repassant devant la réception. Il n'a plus aucune raison de remarquer ce genre de choses. Il a changé. Sincerement. Chapitre 2. Je me réveille en sueur. Le soleil brille par la fenêtre, formant un carré de lumière aveuglant qui me tombe en plein dans les yeux. Je vois un peu trouble après ma sieste. Un bruit de pas résonne dans l'allée. Je me redressite, aperçois une femme en robe d'été bleu légère et sandales à petits talons, qui marche à pas décidés. Elle remonte le chemin en pierre bordé de zinnias, jusqu'à la porte du cabinet de Sam en rez-de-jardin. Il me faut 1 minute pour reprendre mes esprits et me rappeler que je ne suis plus dans mon F1 en ville mais ici. À Chestnut Hill, État de New York,
avec Sam qui travaille à l'étage en dessous. Je consulte ma montre, il est 16h16, et je quitte le canapé. Je m'approche de la fenêtre en catimini et étudie la dernière patiente de la journée. La bonne quarantaine. Sac en cuir véritable. Brushing récent.et voici le moment de notre jeu préféré à tous. Devinez les problèmes la patiente. Agente immobilière, mère de 2 préadolescentes, envisage de divorcer. Raté. Une pédiatre qui défie l'approche de la ménopause et tentait encore de décrypter les comportements de sa mère. Un bourdonnement indique que quelqu'un a appuyé sur l'interphone. Elle entre et j'attends que la porte claque derrière elle. Je l'imagine pénétrer dans la salle d'attente. Je visualise parfaitement la scène. Sam est dans son bureau, la porte fermée. Elle s'installe sur l'un des 4 fauteuils en cuir blanc, pose son sac en cuir sur la table basse, près des magazines In Touch Weekly et The New Yorker, rangés en 2 piles bien nettes. Je n'ai qu'à voir lequel ils choisissent pour savoir tout ce que j'ai besoin de savoir, avait plaisanté Sam quand les premiers numéros étaient arrivés dans la boîte aux lettres. Une machine Nespresso trône sur une console. Des petits pots de Seine verts contiennent des sachets de thé, du sucre blanc ainsi que du sucre brun. Au moment où elle se demande sûrement si elle a le temps de se faire une tasse d'Earl Grey, Sam ouvre la porte de son bureau. 16h30 étapante. Un jour, je lui ai demandé de quoi ses patients et lui discutaient, en bas. Sur le canapé crème moelleux, lui sur son fauteuil en cuir or de Prix personnalisé qu'il a commandé auprès d'une société scandinave avec une nom bizarre. Allez, rien qu'une patiente. L'avais-je taquiné. Avec quel genre de problème les dames riches de Chestnut il se débattent-elles? Il avait ri. Je suis désolé, mais c'est confidentiel. Je m'attarde à la fenêtre pour admirer la cour avant et les haies parfaitement taillées qui protègent la maison des regards de la rue. Ma maison, le manoir Laurence, une élégante construction victorienne à 5 km du centre-ville, avec sa toiture à pente raide et son porche qui fait tout le tour de la bâtisse. C'est l'une des 2 seules demeures sur Cherry-Lane. On y accède en traversant un étroit pont de bois qui enjambait le ruisseau sauvage qui longe le côté de la maison et dont le nom officiel ne figure sur aucune des cartes qu'il m'a été donné de voir. La maison a été construite en 1854 par la famille fondatrice de la ville. 5 générations de millionnaires tous nés ici, dans cette propriété avec son grand salon, sa salle à manger, sa bibliothèque dissimulée derrière des doubles portes coulissantes, certainement ma pièce préférée. Elle enorgueillit d'étagères sur mesure en acajou qui montent jusqu'au plafond, et les rayons les plus élevés sont accessibles grâce à une échelle en bois sur rail. On est bien loin de l'endroit où je vivais auparavant, un appartement avec une seule chambre au-dessus du restaurant de plats à emporter Happy Chinese sur Broadway, dont le néon rose clignotait chaque soir devant ma fenêtre. Je me dirige vers l'escalier. Mes doigts effleurent la rambarde en chêne tandis que je compte mes pas, 12 jusqu'en haut, 8 le long du couloir, en passant devant 3 chambres d'amis pour rejoindre la chambre principale. Une fois dans la salle de bains adjacente, j'entre dans la douchite, ouvre le robinet d'eau. Je ramène à la vie les vieilles canalisations et je sens la bonne humeur me gagner. Plus que 45 minutes avant l'apéritif, le meilleur moment de ma journée. Un verre bien tassé en compagnie de Sam sur le porche une fois qu'il a fini ses consultations. Aujourd'hui, c'est vodka citron, une citronnade obtenue en pressant 8 de meilleurs citrons que j'ai réussi à dénicher dans le bac collant de chez Farrell, le supermarché le plus pathétique de Chestnut. Sam me demandera ce que j'ai fait de ma journée, feignant déintéressé aux détails, me forçant à mentir. Une bisque maison pour le déjeuner et une promenade à vélo en ville. Car la vérité me mettrait trop mal à l'aise, 1 heure de shopping sur Amazon et 3 heures passées à laisser des commentaires. Ce n'est pas comme si j'avais l'embarras du choix. La preuve, je suis de ces personnes qui adorent faire des listes et j'ai fait un inventaire. Différentes manières d'occuper mes journées à Chestnut Hill. Une liste 1. Améliorer mon classement Amazon. Je suis 29e parmi tous les commentateurs Amazon, en vous remerciant, je ne me vante pas, c'est mon identifiant sur le site. Je suis au coude à coude avec Lola de Pensacola 1, alors que je mettrai ma main à couper qu'elle vient du Midwest. 2. Faire du bénévolat, pour que ça m'arrête de se demander ce que j'ai fabrique ici à longueur de journée. 3. Réparer la porte du cabinet de samedi. Il s'en plaint sans cesse. Elle claque bruyamment chaque fois que quelqu'un entre ou sort, et cela perturbe ses séances. Il a dit qu'il appellerait lui-même l'entrepreneur, mais je lui ai promis que je m'en occuperais et que c'était la prochaine chose à faire sur ma liste. Sauf que je n'ai pas la moindre intention de m'en occuper et que je ne l'ai jamais écrit sur la moindre liste parce qu'en vérité, j'aime ce bruit me rappelant qu'il est au rez-de-chaussée, qu'il y a quelqu'un d'autre ici, tandis que j'erre dans une maison chargée d'histoire. Car il y a un détail que je ne vous ai pas encore raconté à propos de cette maison.
sa dernière propriétaire, une célibataire de 67 ans qui s'appelait Agatha Lawrence, est morte ici. Elle a passé 5 jours étendue sur le sol de son bureau, les lèvres bleuies, avant que son corps ne soit découvert par la personne qu'elle employait pour faire le ménage. Cette anecdote fait désormais partie du folklore de la ville. La vieille fille riche morte toute seule, le pire cauchemar de toute femme. La seule chose qui manque au tableau, ce sont les chats. Pas étonnant que l'idée d'être ici sans personne toute la journée me mette mal à l'aise. À l'origine, Sam était déterminé à trouver un cabinet quelque part dans le « mimer les guillemets » centre-ville, mais je l'ai convaincu d'envisager la possibilité d'installer son cabinet ici, en rez-de-jardin, dans le grand espace qui servait auparavant de débarras-point. Il suffirait d'abattre le mur du fond et de mettre une grande baie vitrée à la place, avais-je suggéré en lui montrant le croquis grossier que j'avais esquissé. C'est vrai, avait-il concédé après avoir examiné les autres options ski. S'offrait à lui dans le centre. Ça pourrait être une solution. Au final, c'était la bonne solution. Tout s'est enchaîné à la perfection. J'ai trouvé un entrepreneur qui, moyennant une somme exorbitante, acceptait d'effectuer les travaux en urgence et de transformer cet espace autrefois stérile en un superbe cabinet avec un chauffage au sol, un éclairage de la meilleure qualité et une baie vitrée du sol au plafond qui offre une vue superbe sur le jardin vallonné et les bois qui s'étendent derrière la propriété. En entendant claquer la porte de Sam, je m'habille à la hâte et me dépêche de descendre l'escalier. Dans la cuisine, je prépare les verres. Alors que je suis sur le point d'ouvrir la porte d'entrée pour me rendre sur le porche, je vois la patiente par la fenêtre. Madame Robe des légères traînées au bout de l'allée, absorbée par je ne sais quoi sur son téléphone portable. Je m'éloigne de la porte et je l'implore intérieurement de débarrasser le plancher. Fiche le camp, ma grande. C'est mon tour, maintenant. La porte claque à nouveau. Vous êtes encore elle. Je reconnais la voix de samedi. Désolé, je me suis laissé distraire. C'est le bureau. Je me faufile dans le salon pour jeter un coup d'œil par la baie vitrée qui donne sur le porche et l'allée. Je les aperçois et remarque l'expression rêveuse de la patiente. J'ai l'habitude des réactions que Sam déclenche chez le femme, avec sa mâchoire carrée et ses beaux yeux. On le croirait tout droit sorti d'un catalogue Abercrombie & Fitch. C'est agréable de voir cet endroit reprendre vie, après la triste fin qu'a connue la précédente propriétaire, dit-elle. Merci encore pour la séance d'aujourd'hui, samedi. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. J perçoit le petit bip de sa portière lorsqu'elle la déverrouille. J'attends que le bruit de son moteur disparaisse au bas de la colline avant d'ouvrir la porte d'entrée. Sam est à la boîte aux lettres et trie le courrier. Alors, bourreau des cœurs, la journée a été bonne ? Il me sourit, ce qui fait apparaître sa faussette. Elle a été longue, surtout. Je suis épuisée. Elle monte les marches qui mènent au porche et me tend le courrier qui m'est adressé. Je lui donne son verre en échange. À quoi devrions-nous trinquer ce soir ? Il lève les yeux vers la maison. À une nouvelle vie pour le manoir Lawrence ? Je n'aurais pas dit mieux. J trinque avec lui et je penche la tête en arrière pour boire une longue gorgée, tout en me demandant si lui aussi le sent. Que quelque chose cloche ici. Chapitre 3. Une canette de bière Brooklyn Lager à la main, Sam monte le son de la radio. Fin de la 8e manche, 2 retraits, murmure dans le micro le commentateur connu sous le nom de Teddy de Freddy, avec cette lenteur veloutée qui l'a rendu célèbre dans tout l'État du Maryland. Beaubuquer à la frappe. Lancer rapide. Frappe haute, la balle part vers le défenseur dans le champ droit, et c'est un retrait. Et merde. Crie Sam. Elle serre la canette si fort qu'une giclée de bière tiède atterrit sur ses genoux. C'est la pause. Alors que le match de Ligue mineure de Basse-Balès place à la pub, son téléphone vibre sur le siège passager. C'est un message d'Annie. Bonjour mon cher mari. Elle consulte le chronomètre sur son téléphone. 46 minutes. Il décapsule une autre canette. Soudain, une femme apparaît, qui marche dans sa direction. Il glisse sa bière, la 3e en 46 minutes, en 13 genoux. Elle sursaute lorsqu'elle l'aperçoit et agrippe son sac à main. Il aurait du mal à lui en vouloir. Ce qu'elle voit, c'est un type qui boit de la bière dans sa voiture sur le parking d'une structure d'hébergement à long terme pour personnes âgées. Il réagirait comme elle à sa place. Elle lui lance un regard en coin en passant devant sa voiture. Sam lui sourit, une piètre tentative de la convaincre qu'il n'est pas aussi louche qu'il n'a l'air. C'est la responsable du réfectoire, Gloria quelque chose, qui prépare 3 fois par jour des repas vite faits à base d'aliments mous, comme les fettuccines à la sauce Alfredo des lundis soirs, pour les résidents du centre de Rushing Water. Population
66 habitants environ, dépendant de si quelqu'un meurt pendant la nuit. Et la pause publicitaire touche à sa fin et les auditeurs se retrouvent pour le début de la 9e manche. Alors, les fans des Keys, qu'est-ce que vous en dites? S'enquiert Teddy de Freddy. Vous pensez qu'on va réussir à remonter la pente? Bien sûr que non, répond Samedi. On a remporté 58 matchs saines 3 ans. Tu le sais bien, papa. Teddy de Freddy, un nom qui n'a pas de sens. Personne ne dit Freddy pour parler de la ville de Frédéric, dans le Maryland, mais c'est stressé. Voilà maintenant 12 ans que son père, Theodore Samuel Statler, commande depuis le stade Harry Grove les matchs à domicile des Keys de Frédéric, le pire club école de l'histoire du baseball. Avant que Theodore Statler ne devienne Teddy de Freddy, il était connu sous le pseudonyme de Monsieur S., le professeur de maths beau et charmant du lycée de Brookside, qui quitta sa femme pour le mannequin sexy de la page 24 du catalogue Talbot de juin 1982. Elle s'appelait Phaedra, le seul nom encore plus crétin que Teddy de Freddy. Un des membres de l'équipe de baseball de Sam avait réussi à mettre la main sur le catalogue. On pouvait y voir la nouvelle copine du père de Sam en bikini sur une plage, les cuisses recouvertes d'une fine couche de sable. Le catalogue circula dans le vestiaire pendant des semaines, tout le monde accordant à reconnaître que même si les filles de Talbot n'étaient pas aussi sexy que celles du magazine Sport Illustrated, elles faisaient quand même très bien l'affaire. Ted la rencontra au stade Camden Yard de Baltimore le 6 septembre 1995, le jour où Cal Ripken Jr. battit le record du nombre de matchs consécutifs jusqu'alors détenu par Lou Gehrig. Le grand-père de Sam avait grandi à Baltimore et Sam était fan à la vie et à la mort des Orioles, comme tous les mâles de la famille Statler depuis 1954. Il idolâtrait Cal Ripken, etc. Était sa mère, Margaret, qui lui avait offert les places pour le match en guise de cadeau d'anniversaire anticipé. C'était le présent dont il rêvait, payé avec l'argent que Margaret avait prélevé de son salaire dérisoire de secrétaire et mis de côté depuis des mois. Phaedra était assise pile devant Sam, et elle n'arrêtait pas de se cogner dans ses genoux chaque fois qu'elle se retournait pour rire aux blagues de son père. Son affreux bonnet à pompons orange et noir lui bloquait la vue. Sam détestait que son père ne prête pas, ou presque pas, attention au match, et il détesta encore plus la suggestion de ce dernier de le faire changer des places avec Phaedra. Et elle s'avéra qu'en plus de ses dents blanches et ses longues jambes, elle était aussi une héritière de l'Empire Tupperware avec laquelle Ted Statler ressentait une connexion vraiment pas croyable. Un détail qu'il jugea bon de partager avec Sam et Margaret 2 semaines plus tard, le jour dès l'anniversaire de Samedi. Il se leva avec l'air de quelqu'un qui s'apprête à faire un discours à un mariage, alors que Margaret était en train de découper un gâteau à la noix de coco. Il déclara qu'il n'avait pas d'autre choix que d'être honnête avec lui-même. Il avait rencontré son âme sœur et il ne pouvait plus vivre sans elle. On était en 1995. C'était l'année du premier téléphone à clapet, l'année avant le passage du salaire minimum à 4,25 $ de l'heure, ce que gagnait sa mère après le départ de Ted Statler pour Baltimore. Il se retrouva dans un appartement terrasse face au port financé par l'argent des Tupperware, avec un peu de temps devant lui pour décider de ce qu'il voulait faire ensuite, jusqu'à décrocher le job idéal. Être assise dans une loge vitrée avec vue plongeante sur le stade et commenter les matchs des Keys, parvenant à garder le moral en dépit d'une série de défaites qui durait depuis 3 ans maintenant. Ce match ne fait pas exception à la règle, en se concluant sur un score de 9-3 avec un retrait dans le champ droit. Ted invite ses auditeurs à se joindre à lui le lendemain soir, pour assister à la rencontre avec les Salem Red Sox. Sam coupe la radio et attrape son portable. Bonjour ma chère femme, répond-il à Annie. Aussitôt, des bulles indiquant qu'elle est en train de rédiger un message apparaissent. Sam l'imagine à la maison, de la farine sur le visage, son tablier à fleurs serrées autour de sa taille, tandis qu'elle se penche sur la recette de la cuisinière star Rachel, qu'elle a imprimée hier soir. Tu es chez ta mère? Envoie -T-L.il jette un coup d'œil en direction de l'entrée de la maison de retraite médicalisée. Une femme escorte un homme avec un déambulateur vers la porte. Il imagine la scène à l'intérieur. Des personnes âgées assises sur l'escanapé dans le hall, sans le moindre but, les meubles qui baignent dans l'odeur d'urine. Il visualise sa mère, à la même place que la dernière fois qu'il l'a vue, assise à sa petite table à manger dans le coin de sa chambre individuelle, et qui n'a plus rien à voir avec la femme qu'elle était. Oui, répond Sam à Annie. Ce qui est vrai. Techniquement. Comment va-t-elle? Bien. Tu vas rester encore longtemps? Sam consulte son chronomètre. 59 minutes. Pas trop. Non. Dis-lui que je la verrai demain. Demain, le jour où Annie lui rend visite. Ils y vont chacun leur tour. Chaque mois, Annie accroche un calendrier derrière l'agenda de Sam, un calendrier qu'elle dessine elle-même à la table de la cuisine, en faisant courir un marqueur noir le long du bord d'une enveloppe pour former une aiguille de carrés colorés.
Les carrés bleus sont ses jours de visite à elle, et les roses sont les jours de samedi. Annie aime bouleverser les normes liées au genre. C'est une manie qu'elle a. Tu penses vraiment qu'il faut qu'on y aille tous les jours ? Avait demandé Sam lorsqu'elle lui avait montré le premier calendrier. C'est la raison principale de notre déménagement ici. Bien sûr qu'on doit y aller tous les jours. Elle a besoin de nous, samedi. Elle souffre de démence. Démence frontotemporale à variante comportementale, ou DFTVC si vous aimez rentrer dans les détails, ce qui est souvent le cas de samedi. La maladie se caractérise par des changements importants du comportement, comme une désinhibition prononcée, essayer de lécher le serveur au restaurant, ainsi que des modifications des relations interpersonnelles et de la conduite, répéter en boucle à la caissière que c'est une connasse, et c'est une cause majeure de survenue précoce de la démence, dans le cas de sa mère, à 64 ans. C'est ce que le médecin a expliqué à Sam l'année dernière, tandis qu'il était assis à côté de sa mère dans un bureau impersonnel du 4e étage de l'hôpital Saint-Luc, le cœur serré. C'est arrivé vite. Des moments de confusion, puis des crises de colère au travail. C'était mineur au début, jusqu'au jour où elle a débarqué dans le bureau du principal Wadwak pour lui dire que s'il n'adoptait pas un chien avec elle immédiatement, elle allait mettre le feu à l'école. C'est ce jour-là que sa mère, Madame S., la plus adorable des secrétaires que le lycée de Brookside ait jamais connue, beaucoup trop bien pour ce loser de prof de maths qu'il avait quitté pour un mannequin, Talbot, mais n'empêche, perdit son travail. Sam commença les recherches et finit par tomber sur cet endroit. Centre de soins pour personnes âgées Rushing Water, l'assurance et la confiance. 66 chambres individuelles au cœur d'un domaine de 4 hectares ombragés, au bout d'une route de montagne venteuse en bordure de Chestnut Hill, sa ville natale de taille moyenne au milieu de l'État du Maryland, et dont l'employeur principal est une université privée passable qui compte 5000 étudiants. Chestnut Hill, n'oubliez pas notre ville. C'était le slogan qui figurait sur un panneau à l'entrée de la ville. N'oubliez pas notre ville. Il n'avait pas réussi à trouver mieux. Et pourtant, il est là, le gars du coin qui revient après 20 ANSD absence. Il y a même eu un article dans le journal local, 20 questions au docteur Sam Statley. C'était Joanne Reedy, son agente immobilière, qui avait eu cette idée. Sa nièce écrivait une chronique pour le journal, et Joanne pensait que ce serait bon pour les affaires. Ayant fait de son mieux que ça au cours des dernières années pour être un mec sympa, Sam accepta. Il avéra que la nièce était une nana avec qui il avait couché au lycée, et elle lui tint la jambe au téléphone pendant 1 heure, à se remémorer le bon vieux temps avant de lui adresser une longue liste de questions débiles sur Passion. Sa série télé préférée ? À la Maison Blanche. Sa boisson préférée lorsqu'il avait quelque chose à fêter ? Du Johnny Walker Blue. Du fait d'une pénurie à la fois d'art et de divertissement, l'article avait fait la une de l'encart Art et divertissement, avec en prime une photo en couleur de lui les jambes croisées, les mains sur les genoux. L'ancien résident, et célèbre bourreau des cœurs, Sam Statley est de retour. Mais ne vous emballez pas, mesdames. Il est marié. Annie a accroché l'article sur la porte du réfrigérateur. Le grand sourire idiot de Sam s'étale chaque fois qu'il attrape la bouteille de lait, le fils unique charmant qui revenait s'installer dans sa ville natale pour prendre soin de sa mère adorée et souffrante. C'est ce qu'il y a de plus ironique dans cette histoire. Théoriquement, il est revenu vivre dans cette ville fluviale merdique pour s'occuper de sa mère qui a passé sa vie à le choyer, et il en est incapable. De fait, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas mis les pieds à Rushing Water. Elle boit une longue gorgée de bière et fait de son mieux pour éviter d'y penser, mais comme tous les mécanismes de défense, la répression n'est pas toujours fiable, et le souvenir de sa dernière visite lui revient brusquement en mémoire. Il revoit la confusion sur le visage de sa mère lorsqu'il avait ouvert la porte de sa chambre, les quelques instants qu'il lui avait fallu pour se rappeler qui il était. Ses bonjours se faisaient de plus en plus rares. Elle était en colère la plupart du temps, elle criait sur les employés. Il lui avait apporté son déjeuner préféré, des itis aux boulettes de viande de chez Santiziro, dans la rue principale. Le petit resto continue à s'accrocher après 32 ans d'existence. Elle avait mangé salement, en lui posant les 2 mêmes questions en boucle. À quelle heure commence le bingo, et où est Ripsy ? Il lui avait expliqué que le bingo avait lieu tous les mercredis et le vendredi à 16h dans la salle de jeu, et que Ripsy, l'épagnol de la famille, avait passé l'arme à gauche en 1999. Ce petit con avait décidé de mourir la semaine où Sam était parti à l'université. Elle s'était donc retrouvée totalement seule du jour au lendemain. Tu es exactement comme lui, tu sais, avait lâché Margaret tout à coup. Comme qui ? Avait demandé Sam en arrachant un morceau de focaccia.
Qui, à ton avis? Ton père. Elle avait posé sa fourchette. J'ai passé ma vie à me taire, et je n'en peux plus. Le bout de Phocaxia s'était logé dans la gorge de Samedi. De quoi tu parles, maman? Tu sais très bien de quoi je parle, Samedi. Tu es egoíste. Égocentrique. Tu traites les femmes comme de la merde. Elle avait dû se répéter que ce n'était pas elle qui parlait, mais sa maladie. Et pourtant, aujourd'hui encore, il a du mal à avaler sa bière lorsqu'il repense à l'expression sur son visage. Et tu veux que je te confie un petit secret? Elle avait baissé la voix avec un air de conspiratrice. Elle aussi, tu vas la quitter. Ta charmante petite femme toute neuve. Tu vas finir exactement comme lui. Elle avait reculé sa chaise et il était sorti de la pièce, sorti du bâtiment, sorti du parking. En arrivant à la maison, il avait dit à Annie qu'il ne se sentait pas bien et il avait filé se coucher. Lors de sa visite suivante, 2 jours plus tard, Sally French, la directrice, l'avait intercepté dans le couloir et lui avait demandé de l'accompagner dans son bureau. Votre mère a arrêté de parler, avait-elle expliqué, l'assurant que c'en était sans doute qu'un symptôme passager dû à sa maladie. Sauf que ce n'était pas temporaire. Margaret n'a pas redit un mot depuis. Aucun de ses médecins n'a jamais vu un cas de mutisme, l'incapacité à générer une expression orale verbale, comme l'explique son compte rendu médical, se développer aussi rapidement. Pendant la semaine qui avait suivi, Sam l'avait supplié de parler, de dire quelque chose, n'importe quoi, pour que ces mots ne soient pas les derniers qu'elle prononcerait. En guise de réponse, elle lui adressait des regards vides, le poids de ses accusations suspendu entre eux. Tu vas finir exactement comme lui. Alors il a fait ce qu'il faisait toujours quand la vie ne suivait pas le cours qu'il souhaitait. Il est parti. Elle sait que c'est lâche, mais depuis, il n'a pas réussi à entrer pour lui faire face, un petit détail qu'il a pris soin de dissimuler à Annie. À la place, pour éviter ces visites qui lui brisent le cœur, il reste assis dans sa voiture à boire de la bière, en se demandant combien de temps sa visite devrait durer. Elle regarde le chrono, 66 minutes, et met le moteur en marche. Ça suffit pour aujourd'hui. Chapitre 4. C'est officiel. Je m'ennuie à en devenir dingue. Pourtant, ce n'est pas faute de faire des efforts. J'en fais, vraiment. L'autre jour, une fois que Sam est descendu travailler, j'ai enfilé de vrais vêtements et j'ai pris la voiture pour aller jusqu'à la boulangerie-pâtisserie, tout ça pour boire un café brûlé et constater que la boutique de lifestyle voisine vend une bougie parfumée baptisée Bibliobus pour la modique somme de $38. Je n'ai pas eu besoin d'en voir plus. Chestnut-Hill, New York, 0 étoile. Jamais je ne le dirai à Sam, bien sûr. Il prend gentiment ses marques et les affaires sont florissantes. Cela fait à peine plus de 2 mois qu'il a ouvert son cabinet et ses journées sont de plus en plus remplies. Les anciens New-Yorkais font la queue, animés d'un besoin désespéré de se plaindre auprès de quelqu'un. Son apparence aide aussi. J'étais au supermarché l'autre jour quand j'ai entendu une femme au rayon des couches qui parlait de lui au téléphone. Il est tellement mignon que j'hésite à développer un trouble de la personnalité pour prendre rendez-vous. Ce détail mis à part, je me réjouis pour lui. Lors de notre première rencontre, il m'avait confié qu'il rêvait de ça depuis longtemps. Une vie tranquille, un cabinet privé en dehors de la ville. Il l'a bien mérité. Depuis l'obtention de son doctorat en psychologie il y a 10 ans, il travaillait au sein de l'unité psychiatrique pour enfants de l'hôpital Bellevue, un poste très éprouvant et difficile. De mon côté, j'ai l'impression de ne servir à rien. Je passe mes journées à traîner dans cette maison, sans rien faire à part arroser les plantes. Raison pour laquelle j'ai pris la résolution de me rendre utile, et ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'attaque au chantier que j'évite depuis des semaines. Le bureau d'Agatha Laurence, la pièce où elle est morte d'une crise cardiaque et qui déborde de paperasse. C'était la condition avec cette maison. Elle était vendue telle qu'elle, et comme l'avocat chargé de la gestion des biens d'Agatha Laurence l'avait expliqué, cela incluait l'ensemble du mobilier ainsi que tout autre bien que l'ancienne propriétaire aurait laissé au numéro 11, Sherryland. J'ignorais que cela voulait dire. 6 armoires de classement dont le contenu retrace l'histoire de la famille Laurence dans son intégralité, remontant jusqu'en 1812, date à laquelle Édouard Laurence fonda Chestnut-Hill. J'ai passé la tête par la porte à quelques reprises, en pensant, si seulement était le genre de personne capable de jeter les papiers d'une morte sans même y jeter un regard. Sauf que je ne le suis pas. Alors chaque fois, je referme la porte et je me dis que je ferai ça un autre jour. Aujourd'hui, je finis d'arroser les plantes dans la cuisine et j'emporte ma tasse de TH et j'y traverse le couloir et me fige avant d'ouvrir la porte. La pièce est petite et simple, avec une fenêtre qui donne sur le jardin, largement obstruée par un buis qui aurait sacrément besoin d'être taillé. Je glisse un regard à l'intérieur du placard vide et laisse courir mes doigts sur le papier peint jaune. C'est une couleur intéressante,
style chartreuse, avec des motifs récurrents dont la forme semble se reproduire à l'infini. Agatha Laurence aimait les couleurs vives, et j'ai eu la surprise de constater qu'elle me plaisait tellement que c'est à peine si j'ai modifié la décoration. Les murs de la cuisine sont vert pomme, ceux du salon bleu vif. J'entends un vrombissement et remarque une bonne dizaine de petits papillons de nuit qui se cognent dans la fenêtre tandis qu'ils essaient de sortir. Je traverse la pièce et l'entr'ouvre, délicatement pour éviter d'agrandir la fissure en bas de la vitre. Encore un truc dont je dois m'occuper. Alors que je chasse les papillons, je remarque que la voiture de Sam n'est plus elle à point. Elle est sûrement partie à la salle de sport. Il s'y rend parfois à l'heure du déjeuner et revient avec les cheveux trempés. Je balaie le bureau du regard et passe en revue les différentes options ski s'offrent à moi. Je pourrais le transformer en chambre d'amis, mais à quoi bon? Il y a déjà 3 chambres d'amis à l'étage, et qui pourrait bien me rendre visite ici? Linda? Je doute que quiconque venant d'une grande ville soit intéressé par une promenade au centre commercial et par les nouvelles spécialités à $1 du fast-food Wendy's sur la route 9. Je décide de remettre mes questionnements à plus tard et de m'attaquer aux archives. Je ne tarde pas à me rendre compte que j'ai affaire à une famille qui ne jetait rien. Des plans originaux du manoir Laurence, conçus par un des architectes les plus renommés de l'époque. Des articles de journaux datant de 1936, quand Charles Laurence était le confident de Franklin Roosevelt. Des dizaines d'albums photos peuplés d'Européens stoïques qui posent sur le porche, le dos bien droit. Je me laisse tellement absorber par l'histoire de la famille, ils ont fait fortune dans le pétrole, puis dans le plastique, qu'il me faut plusieurs minutes avant de remarquer le bruit en provenance d'un des cartons que j'ai entreposé dans un coin de la pièce. Une voix. J'interromps ma lecture. Ce n'est pas le fruit de mon imagination. Quelqu'un parle. Je pose le dossier que je parcourais et m'approche de la fenêtre. Peut-être que c'est cette voisine qui vit de l'autre côté du petit pont, dans la seule autre maison de la rue, qui passe dire bonjour. Celle avec les cheveux blonds ondulés et le chien à la drôle de tête, qui regarde toujours par-dessus cela et pour essayer d'apercevoir la maison. Sidney Pigeon, et oui, c'est son vrai nom. Son courrier est arrivé chez moi, une fois, une offre d'assurance voiture, alors j'ai cherché quelques renseignements sur elle. 3 garçons, dont les photos inondent son compte Facebook. Depuis la fenêtre d'une des chambres de l'étage, je peux voir le jardin devant chez elle. Je l'ai observée en compagnie de son mari, j'ai vu la façon dont elle le suit en lui montrant du doigt les corvées à faire, comme s'il en était à sa 2e semaine à la quincaillerie Home Depot et qu'elle était la nouvelle sous-directrice encore plus fraîchement débarquée. Et une fois que tu auras terminé de t'occuper du gazon, Drew, j'aurai un travail de plomberie à te confier. Lorsque je regarde dehors, je ne vois personne dans la rue. J'ai dû entendre des voix. Mais dès que je me replonge dans les papiers, ça recommence. Je me penche en avant, plus près des cartons. Quand je m'agenouille et pose l'oreille dessus, la voix se fait plus forte. Ce ST l'heure de la livraison du jour, dit un homme depuis l'intérieur. L'heure est à laquelle nos amis de chez UPS font une surprise à un fan chanceux avec une livraison spéciale. Le soulagement me pousse à rire tout haut. Le carton doit contenir un poste de radio qui s'est déclenché tout seul je ne sais comment. Je retire le ruban adhésif, j'écarte les rabats et je farfouille. Pas de poste. Ni dans ces cartons, ni dans le second que j'examine, alors que j'entends toujours une voix étouffée. Je pousse les cartons et j'aperçois un éclat métallique au sol. Un conduit. Je me penche en avant. José Munoz à la frappe, Silas James au lancer. Une émission des ports? Je me perche sur mes talons et plaque ma main sur ma bouche. J'entends tout ce qui se passe au rez-de-chaussée. Dans le cabinet de Sam. Je me relève lentement et regarde par la fenêtre. La voiture de Sam est garée dans l'allée, derrière la mienne. Je suis incapable de bouger, je ne sais pas quoi faire. Une BMW rouge apparaît en haut de la colline et s'engage dans l'allée. Une femme en sort. Il agit de Catherine Walker, une patiente. Je l'ai entendue répondre au téléphone il y a 2 semaines, alors qu'elle sortait du cabinet. Le genre de femme qui dit son nom plutôt que « bonjour » lorsqu'elle décroche. Si tant est qu'on puisse faire confiance à Google, c'est une peintre new-yorkaise en pleine ascension façon Andy Warhol du pauvre, et qui vit dans une maison suffisamment chic pour lui avoir valu un article dans Architectural Digest, qui aurait cru que des peintures acryliques représentant des tubes de rouge à lèvres se vendaient si bien. Catherine porte une tenue décontractée aujourd'hui, un legging noir et un chemisier blanc, des bottines à petits talons. Je recule et plaque mon dos au mur. Je sais ce que je devrais faire. Je devrais continuer mon opération nettoyage, puis raconter l'anecdote à Sam tout à l'heure. Pendant l'apéritif, j'ai cru que j'entendais des voix et que je devenais dingue, alors qu'en fait non,
ça venait du cabinet en bas. Il faut qu'on arrange CA.J remonte mes manches et m'y remet. Alors que j'ai le nez dans un dossier, des documents financiers en rapport avec les affaires de la famille, je distingue le bourdonnement de l'interphone de samedi. Peu après, la portette dehors claque. J'hésite. Je devrais partir. Me trouver autre chose à faire. Au lieu de ça, je pose le dossier, m'approche du conduit à pas silencieux et m'agenouille. Bonjour, Catherine, dit Sam de sa voix claire. Entrez. Je vous en prie. Asseyez-vous où vous voulez. Je me mets à plat ventre et colle mon oreille contre le conduit. Juste pour quelques secondes. Juste pour cette fois. Chapitre 5. Vous avez l'air d'aller mieux, créativement parlant en tout cas. Sam croise les jambes et jette un coup d'œil à la petite pendule posée à terre près du divan, à l'abri du regard des patients. Encore 6 minutes. Oui. J'aime l'énergie de cet endroit, répond Christopher. Je sens que ça débloque quelque chose en moi. Christopher Zucker. La petite trentaine. Directeur artistique d'une nouvelle entreprise de design qui a investi l'ancienne usine à papier au bord de la rivière. Sam a commencé à le voir après que le médecin de Christopher l'a encouragé à consulter quelqu'un pour ses problèmes anxiété. Il a passé les 20 dernières minutes de la séance à expliquer à accent grave Sam comment, dernièrement, il travaille au café situé au rez-de-chaussée du bâtiment qui accueille son bureau, pour tenter de dépasser le blocage créatif dont il souffre ces temps-ci. Sacrée vue, en plus, ajoute Christopher. Ça moche la tête. Il y a une véranda qui donne sur la rivière, c'est ça? Oui, mais je parlais des filles. Il y a un studio de yoga au premier. Si vous calculez bien votre coût, Christopher lui fait un clin d'œil, tentative du patient de normaliser son habitude d'objectifier les femmes en recherchant la complicité du thérapeute, puis change de sujet. Il se met à lui parler de Sophia, le mannequin tchèque de 21 ans qu'il a rencontré sur Internet. Sam m'écoute en hochant la tête. Soudain, il se rend compte qu'il est très irrité, avant d'établir que cette irritation naît de l'idée que Christopher et Annie puissent être dans ce café en même temps. Annie lui a parlé de cet endroit l'autre jour, elle s'y était arrêtée pour déjeuner après son footing le long de la rivière. Sam imagine la façon dont Christopher l'aurait maté, et le regard de dédain qu'elle lui aurait lancé en retour. Elle détesterait ce type, ses commentaires sur les femmes, sa trottinette. Sam doit faire attention de ne pas laisser ses pensées vagabonder. Christopher est parfois difficile à suivre et il lui faut se concentrer pour rester investi dans la conversation. Mais avant d'avoir pu s'en empêcher, il est de nouveau chez Brooks Brothers, dans le sud de Manhattan, par une après-midi froide de l'automne dernier. C'est là qu'il avait vu Annie pour la première fois, plantée devant une collection de cravates, vêtue d'un Jean Moulant et d'une veste en tweed. Laissez-moi deviner, avait-elle contre-attaqué quand il s'était approché d'elle pour lui demander si elle savait ce que « tenue de cocktail » signifiait. Vous êtes un bad boy reconverti en universitaire cool et sympa qui porte des t-shirts à l'effigie de groupes de musique, mais seulement ils sont ironiques. Vous jouez au basket pendant votre pause déjeuner avec vos potes non universitaires, puis vous allez à des dégustations d'étapas et de whisky avec vos collègues. Vous avez été invité à un mariage, le deuxième pour le marié, quelque part au sud de la 14e rue, et il vous faut une tenue. Elle lui avait montré du doigt le fond de la boutique. Allez m'attendre en cabine d'essayage. Elle lui avait apporté 5 combinaisons différentes de costumes et de chemises, 8 cravates et une veste bleu marine classique. Elle avait attendu pendant qu'il se changeait, s'était tenue devant le grand miroir avec lui, avait chassé les poussières de ses épaules et lissé les plis de ses manches. Et elle avait acheté tout ce qu'elle lui avait conseillé. C'est plus que ce que j'ai dépensé en vêtements dans toute ma vie, avait-il dit quand il avait retrouvé au rayon des cravates après avoir payé. Vous devriez demander une augmentation. Oh, je ne travaille pas ici. C'est bientôt l'anniversaire de mon petit ami, je suis venu lui acheter une cravate. Une heure plus tard, le petit ami était de l'histoire ancienne, plus ou moins au moment où Sam et Annie finissaient leur deuxième verre dans le bar de l'autre côté de la rue. Sam l'interrogea sur sa vie, son enfance dans le Maine, où elle avait grandi dans une maison construite par son père, mort depuis longtemps. Elle l'accompagna au mariage la semaine suivante et l'épousa dans l'année dans le jardin de leur nouvelle maison, le jour de la signature du contrat de vente. Annie Potter, une femme comme il n'en existait aucune autre. Brillante, drôle, sexy à mourir. Il a encore du mal à croire qu'il a réussi à la convaincre de le suivre à Chestnut-Hill. Charmant, c'est le mot qu'elle avait employé lors de sa première visite, après un voyage en train 1h39 au départ de New York. Tu savais que la première réserve de pétrole a été découverte ici, à accent grave Chestnut-Hill? Avait-elle demandé en le tirant par le bras pour lui montrer le repère historique qu'il n'avait jamais remarqué, devant la boutique du marchand de glace. Elle continue à trouver l'endroit charmant.
Elle apprécie même de rendre visite à sa belle-mère à Rushing-Water. Elle a dressé une liste avec les anniversaires de tous les pensionnaires et s'arrête ces jours-là chez Madame Field, au centre commercial, pour leur acheter un cookie de la tailler une assiette, puis elle rentre à la maison et lui répète qu'ils ont pris la bonne décision en venant ici pour aider Margaret. Sa mère a tort. Jamais il ne lui fera de la peine. Ses pensées sont interrompues par une sonnerie de portable. Son portable, qui sonne dans la poche intérieure de sa veste. Il se crispe des pieds à la tête. Christopher s'interrompt net. Qu'est-ce qu'il racontait, bordel? Et Sam enfonce sa main dans sa poche, gêné. Je suis désolé. Je pense à l'éteindre, d'habitude. Il voit que le numéro commence par 1 à 800. Encore une société de crédit. Il met son portable en mode silencieux et le réglisse dans sa poche. Il accorde quelques instants à Christopher pour lui laisser le temps de finir sa tirade, puis se tortille légèrement dans son fauteuil. On dirait bien que notre séance touche à sa fin. Déjà? S'étonne Christopher sans esquisser le moindre geste pour s'élever. Quelque chose a changé dans son expression. Il y a autre chose dont je voulais vous parler. Ah oui? Une fille du bureau m'a accusé de harcèlement sexuel. Sam doit se retenir pour ne pas éclater de rire. Révélation classique de poignée de porte. Un patient passe la séance à parler d'un sujet quelconque possible, comme les avantages et les inconvénients du café filtre par rapport au café instantané, et alors que le rendez-vous touche à sa fin, bim. Il lâche une bombe et puis s'en va. Il a besoin de le dire à voix haute dans le cabinet, mais il ne veut pas entendre la réponse du thérapeute. En effet, cela m'a tout l'air d'un sujet dont nous devrions discuter, répond samedi. Mercredi prochain? Parfait. Christopher fait claquer ses mains sur ses genoux et il se lève en même temps que samedi, à la semaine prochaine. Même heure, même lanceur, même frappeur. Sam flatte Christopher avec le même petit rire forcé qu'il émet chaque fois que Christopher dit ça. La porte claque bruyamment derrière lui. Cette putain de porte. Sam attrape son portable. Le nœud dans son estomac se resserre à mesure qu'il écoute le message sur son répondeur. Ce n'était pas une société de crédit. C'est la banque où ils ont contracté leur prêt immobilier. Il efface le message vocal avant la fin. Tout va bien se passer. Les appels qu'il évite. La banque. Les sociétés de crédit. Il lui suffit de les esquiver pendant encore une semaine, tout au plus, jusqu'à ce qu'il touchait l'argent de son père. Sam a trouvé la lettre dans le placard de la cuisine de sa mère, alors qu'il s'apprêtait à mettre la maison en vente. Elle vivait à Rushing-Water depuis plusieurs mois déjà. La lettre avait été rédigée sur le papier à tête en relief coûteux que son père utilisait pour écrire à Sam quelques fois par an. À l'exception d'environ un coup de fil annuel, leur relation s'est limitée à cette correspondance. Chaque missive était tapée à la machine. Sam imaginait toujours son père en train de dicter quelques phrases à un dictaphone qu'il tendait ensuite à sa secrétaire. « Occupez-vous de ça pour moi, mon petit, voulez-vous » Il s'était assis à la table de la cuisine, la même table où il s'était un jour étranglé avec un morceau du pire gâteau à la noix de coco du monde, et avait tenté de comprendre ce qu'il était en train de lire. C'était adressé à sa mère. « J'ai des choses à te dire, Maggie. » Longue de 3 pages, la lettre parlait des regrets que son père avait éprouvés au cours des 20 dernières années, à quel point il avait du mal à vivre avec le poids de ce qu'il avait infligé à sa famille. Je comprends pourquoi tu as refusé de me répondre lorsque j'ai tenté de te contacter, mais je tiens à ce que tu saches que la plus grande souffrance de ma vie a été de ne pas mieux connaître mon fils. Puis Sam était arrivé à la dernière page, qui contenait la grande révélation. Ted et Phaedra avaient divorcé et le juge avait décidé de lui octroyer une somme d'argent considérable. Il souhaitait en donner la moitié à Margaret. 2 millions de dollars, indiquait Ted, qui expliquait qu'il avait déjà placé l'argent sur un compte au nom de Margaret à la banque Northstar. Je t'en prie, accepte. Utilise cet argent comme bon te semble, pour toi et pour samedi. Tu as travaillé dur pour élever notre fils et je ne pourrai jamais te remercier comme il se doit. Margaret était en train de regarder la télévision quand Sam était allé lui rendre visite le lendemain. L'expression sur son visage indiquait qu'elle était dans un bon jour. Maman, qu'est-ce que c'est que ça? Avait-il demandé. Elle avait rougi d'embarras en voyant la lettre, comme la fois où Elivet surprit Sam dans le garage avec un exemplaire du magazine Porno Hustley. Il lui avait raconté l'avoir trouvé à l'école, trop honteux de lui avouer que c'était son père qui le lui avait donné. Qu'en réalité, Ted passait cet exemplaire à Sam depuis que ce dernier avait 12 ans. Assieds-toi, avait ordonné Margaret. On va discuter. En un instant, il était redevenu enfant. Sa mère arborait le même air qu'à accent grave l'époque, quand elle faisait tout son possible pour établir un lien avec lui, le seul homme qui lui restait. Sauf que cette fois,
Ce que Margaret avait à dire l'intéressait réellement. Toute cette histoire l'avait mise dans une colère terrible, avoua-t-elle. Ted Statley, qui croyait pouvoir effacer tout ce qu'il avait fait en lui faisant l'aumône, avec de l'argent qu'il n'avait même pas gagné en travaillant. Elle avait la mâchoire crispée par la colère tandis qu'elle parlait, ce qui enchanta Sam au plus haut point. Sa mère était en rage contre son père, le pire sac à merde qui soit. Pas trop tôt. Il n'arrivait pas à croire que c'était la même femme qui avait été un vrai paillasson pendant toute son existence. Point. C'est pourquoi j'ai décidé de tout te donner. Point. Pardon ? J'ai lancé la procédure pour que tu aies une procuration. Tout ce que je possède va te revenir, y compris l'argent de ton père. Point. Elle avait dû lire la lettre 200 fois dans le train qui le ramenait à Alexandra New York le lendemain. Toute cette affaire l'avait rendu furieux au début. Point. Sa mère avait raison, c'était typique de Ted Statley. Un hypocrite doublé un manipulateur qui n'avait pas daigné appeler son fils plus d'une fois par an et pensait pouvoir se faire pardonner d'un coup de stylo. Mais ensuite, Sam commença à penser à ce que l'argent de son père pouvait lui offrir. Une existence plus facile, un peu de luxe. Après presque d'une décennie passée dans l'unité pédopsychiatrique de l'hôpital Bellevue à soigner des enfants irrévocablement traumatisés entre deux cours à l'université, il était prêt à changer de vie. Soudain, il se sentit mieux. Lors de leur second rendez-vous, il raconta l'histoire à Annie, qui lui conseille avec sagesse d'attendre jusqu'à ce que sa mère lui ait donné procuration avant de commencer à faire des dépenses, mais c'était compliqué. Sam ne pouvait pas refuser cet argent et, dans le même temps, il ne supportait pas l'idée de l'avoir. Alors il se mit à claquer son argent sans compter, de manière compulsive. Il effectuait chaque achat dans l'espoir de faire avaler Ted Statley, son sourire narquois. Et une fois la machine lancée, l'arrêt était impossible. Il achetait des bêtises d'une inutilité totale. Un fauteuil IMS à presque $5 000 en aluminium moulé poli à roulettes autobloquantes. Merci, papa. Une Lexus 350 intérieur cuir avec démarrage à distance. Merci, papa. Il menait la grande vie à crédit qu'il rembourserait dès que sa mère lui transférerait l'argent, ce qui devait arriver d'un jour à l'autre à présent, à en croire Sally French. Mais c'était il y a 3 mois, et sa mère n'a toujours pas signé les papiers. Nous nous en occupons, Sam, continue à lui assurer Madame French. Elle insiste aussi pour qu'il appelle Sally. Mais c'était sa voisine lorsqu'il était petit, et il n'arrive pas à être aussi informel avec elle. L'état de Margaret s'est dégradé plus vite que ce à quoi ils s'étaient tous attendus. Par conséquent, conformément à la législation, elle doit passer une série de tests afin de prouver qu'elle sera en pleine possession de ses moyens lorsqu'elle signera les papiers. Tests auxquels elle ne cesse d'échouer. Il essaie de ne pas s'en faire. Tout va bien se passer. Elle ne va pas se tarder à valider les tests et il obtiendra sa procuration. L'argent sera transféré sur son compte et il balayera la pile de dettes qu'il a commencé à entasser, des factures qu'il planque dans un tiroir de son bureau et dont il a caché l'existence à Annie. Inutile de l'inquiéter. Tout va bien se passer. On sonne à l'interphone et il glisse les factures dans le tiroir. Il inspire profondément et appuie sur le bouton point. « Bonjour », dit Sam au patient qui entre dans le cabinet. « Installez-vous où vous le souhaitez. » Chapitre 6. La femelle peut pondre entre 500 et 600 œufs. Ce que je lis sur le site internet me répugne. J'examine l'illustration de plus près et me demande s'il s'agit des mêmes petites bestioles agaçantes que celles qui ont émergé des cartons Agatha Laurence et grignotent les tissus. Dans de nombreuses cultures, ces insectes sont considérés comme étant de mauvais augure et il y a quelqu'un dehors. Je regarde par la fenêtre. C'est Sam, assis sur la dernière marche du porche. Il est en train de lire. Lorsque j'ouvre la portée d'entrée pour me joindre à lui, il est debout, son livre sous le bras. Mince. Je pensais nous faire un café. J'arrive trop tard ? Oui. Il faut que j'y retourne. Je profitais juste d'une pause pour lire un peu. Qu'est-ce que c'est ? Misery, de Stephen King, répond-il en me montrant la couverture. C'est complètement tordu. En parlant de tordu, continue-t-il en baissant la voix, le devoir m'appelle. Je lui lance un regard espiègle et le regarde s'éloigner. Je retourne dans la maison, tourne le verrou et regagne le bureau. Il a raison, c'est l'heure d'aise remettre au travail. Astérisque, je connais sa routine par cœur. Il se prépare un café dans la salle d'attente. Il s'installe à son bureau, allume la radio et se sape le moral tout seul à coups d'infos en attendant son premier patient. La sonnette retentit. Il va chercher sa veste de sport bleu Brooks Brothers dans le placard. Enfile sa veste, éteint la radio, ouvre la porte. Bonjour. Bonjour, samedi c'est Nancy Lapathy, pile à l'heure pour son rendez-vous de Dixeur.
Elle est directrice du développement à Meadow Hills, un pensionnat privé à environ 40 km au nord, et elle a récemment perdu sa joie de vivre. Entrez et installez-vous où vous voulez, l'invite Sam. Elle dit toujours ça. Permettre aux patients de s'asseoir, où ils le souhaitent en fait partie intégrante de son travail. J'ai lu pas mal de choses sur les techniques de thérapie pendant mon temps libre, et les gens du métier disent que c'est une composante du diagnostic. Nancy prend place au bout du canapé, à l'endroit le plus éloigné du fauteuil de Sam, et directement sous le conduit. C'est la place que la majorité des patients choisissent. Seule la femme du pharmacien s'assoit à l'autre extrémité. Nancy ouvre un sac. Accordez-moi une minute pour m'installer, prit-elle. Elle a une maladie, le syndrome du tunnel tarsien, qui crée un engourdissement au niveau des talons. Le traitement consiste à faire rouler de balles dures à picot sous la plante des pieds au moins 3 fois par jour. Et il n'y a pas de meilleur moment pour ça que pendant les 45 minutes à venir, que Nancy va passer à se plaindre de sa fille de 17 ans, à en croire la séance de la semaine précédente. Ce matin, Angela m'a demandé si elle pouvait inviter ce garçon à se joindre à nous pour les vacances, commence-t-elle. Bingo. Ce garçon est le surnom qu'elle donne au petit ami de sa fille, en dépit du fait qu'il a 22 à ns. Si Nancy est au courant de leur relation, c'est uniquement parce que quelques semaines plus tôt, elle a fait sonner son réveil à 4 heures du matin et s'est faufilée dans la chambre d'Angela pour fouiner dans son portable. Elle a découvert des messages, ainsi que le compte Instagram secret de sa fille, qui est plutôt accablant, pour tout dire. Je sais de quoi je parle, je l'ai vu. Le compte est privé, alors j'ai dû me créer un faux compte faire semblant d'être une fille de 17 ans boudeuse mais sexy. J'ai piqué la photo de profil sur le compte Facebook d'une fille de Brisbane, en Australie. Ça a fonctionné. Angela a accepté ma demande d'amis le lendemain matin, me permettant d'accéder à l'ensemble des 206 photos qui prouvent ce garçon, semble beaucoup s'apprécier. Entendons-nous bien. Je sais bien que ce n'est pas bien, ce que je fais, à avoir écouté les séances de Sam 5 jours par semaine depuis un mois, mais qui résisterait? J'ai entendu de ces trucs. La perte d'intérêt de la femme du pharmacien pour le pharmacien. La sombre surveillante scolaire, que je croise souvent au supermarché, et son angoisse existentielle. Comment pourrais-je arrêter? D'autant plus que ce ne sont pas seulement les patients qui m'intéressent, c'est aussi le docteur Statley. Quand j'entends la façon dont il parle à ses patients, dont il les réconforte, la compassion dont il fait preuve face à leur vulnérabilité, je n'arrive pas à m'éloigner du conduit. Et ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas bien que c'est forcément mal. C'en est pas comme si je mettais des enfants en cage. En réalité, je pense qu'est-ce que je fais a un impact bénéfique sur les patients de Sam. Je leur apporte une dose supplémentaire d'énergie positive, car je les soutiens tout sincèrement et profondément. Enfin, tout ça par Christopher Zucker, vice-président des crétins au sein d'une nouvelle boîte débile, où il gagne assez d'argent pour passer une demi-heure à rabâcher à Sam l'adoration qu'il porte à David Foster Wallace. Jean Skinny, voilà le petit surnom que je lui ai attribué après l'avoir vu quitter le cabinet de Sam d'un pas nonchalant, dans son Jean Diesel ridicule à $300. C'est le seul patient homme de Sam, est le genre de type que j'ai toujours détesté. Minet avec une petite amie mannequin. La sienne s'appelle Sophia avec un F. Elle est tchèque et, d'après Jean Skinny, c'est un coup d'enfer au lit. Les filles d'Europe d'LA sont bien connues pour ça, a-t-il expliqué à Sam, attribuant cela à toute cette oppression communiste. J'ai dû me retenir de toutes mes forces pour ne pas lui hurler dessus à travers le conduit et lui rappeler que la République tchèque était redevenue une démocratie libérale en 1989. Sam et Nancy Lapati discutent pendant un moment. Son mari lui dit qu'elle est trop stricte avec Angela, mais il n'a pas idée de ce qui se passait de nos jours. Quand, soudain, le silence se fait point. Il s'est passé quelque chose l'autre soir. Fini par lâcher Nancy. J'étais en train de préparer le dîner quand un souvenir m'est revenu tout à coup, comme sorti de nulle part. Ma mère qui sort un soir et nous laisse seuls, Gilles et moi. Vous aviez quel âge? S'enquiert samedi, 6 ans, je dirais. Ce qui signifie que Gilles en avait 3. Je revois très clairement la scène. Comment je suis sortie de mon lit pour trouver une maison vide. Son lit à elle n'était pas défait. J'étais terrifiée. Où était-elle, à votre avis? Je n'en ai pas la moindre idée. Sam attend quelques instants avant de continuer. C'est arrivé souvent? Plus d'une fois, ça j'en suis sûre, répond-elle d'une voix tendue. J'ai appelé Gilles l'autre jour pour lui demander si elle avait le moindre souvenir à ce sujet. Elle n'en a aucun. En avez-vous parlé à votre mère? Non. J'ai peur d'inventer tout ça. Pourquoi inventeriez-vous ces souvenirs? C'est vous le psy. À vous de me le dire. D'accord.
Je pense que vous n'inventez rien et que c'est au contraire une expérience que vous avez dû réprimer, y compris sur le moment, pour gérer cette peur de vous savoir seul à la maison, votre sœur et vous. En tant qu'aîné, vous étiez aux commandes, ce qui n'a fait qu'accroître cette anxiété. C'est naturel pour le cerveau de s'éteindre, si je puis dire, lors de moments traumatisants comme celui-ci, et de refouler le souvenir afin de le rendre difficilement accessible. Traumatisant ? Ce n'est pas un peu exagéré ? Je ne crois pas, non. Sam marque une pause. Lorsqu'il reprend la parole, son ton est plus doux. Pendant presque toute ma carrière, je me suis consacré au traumatisme de l'enfance et croyez-moi, le traumatisme peut avoir de nombreux visages. Je l'imagine à cet instant. Confortablement installé dans son fauteuil, les jambes croisées, les doigts des deux mains joints au niveau du menton. Parlez-moi un peu de votre enfance, suggère-t-il gentiment. Comment ça se passait à la maison ? Je ferme les yeux. À la maison ? C'était un désastre. Dès que j'ai été en mesure de partir, je l'ai fait. Je joue à ça, parfois. Je fais semblant que c'est moi sur le divan, en face de Sam, qui lui avoue des choses que je ne lui ai jamais racontées. Je déteste devoir vous dire ça, docteur Statley, mais je n'ai pas été totalement honnête avec vous, lui dirais-je. C'est-à-dire que je ne suis pas la personne pleine d'assurance que je prétends être, avec une enfance heureuse et des parents dévoués. En réalité, mes parents se détestaient et ni l'un ni l'autre ne savaient quoi faire de moi. J'ai envie de croire qu'ils ne seraient pas fâchés. Au lieu de ça, il se laisserait aller contre le dossier de son fauteuil et suggérerait d'explorer les raisons qui font que j'ai ressenti le besoin de lui mentir. Après 3 bons quarts d'heure, nous tomberions d'accord sur le fait que j'avais envie de croire aux mensonges que je lui ai racontés. En fait, mon vœu le plus cher a toujours été de faire partie d'une famille heureuse, c'est pourquoi j'ai inventé une réalité alternative. Je n'ai jamais eu l'intention de lui mentir. Après tout, s'il y a bien quelqu'un qui est en mesure d'encaisser la vérité sur une enfance compliquée, c'est l'homme qui a co-signé Traumatisme emmagasiné pendant l'enfance et complexité des symptômes. Étude réalisée sur un échantillon de 1653 enfants au cours élémentaire, publiée dans le numéro de janvier 2014 du Journal de la personnalité et de la psychologie. Mais ensuite, je l'ai rencontré, et je l'ai trouvé si accompli et impressionnant, entre son doctorat et son poste d'enseignant à l'hôpital Bellevue, que, qu'est-ce que j'aurais dû faire, être sincère. Très instructif, déclare samedi. Nous en reparlerons sans faute la semaine prochaine. Je sursaute et je rouvre les yeux. L'horloge à terre, près de moi, indique 10h46. Ils ont dépassé d'1 minute la durée normalement octroyée à Nancy l'apathie. Quant à moi, j'étais en train de rêvasser. Nancy laisse échapper un petit rire. Elle a l'air moins apathique, pour le coup. C'est fou. Et dire que je suis arrivée aujourd'hui en pensant que Jen n'avait rien à raconter. C'est le genre de séance que je préfère. Je sais que ce n'est pas simple, mais c'est bien de creuser ces choses-là. Tandis que je l'écoute l'escorter jusqu'à la salle d'attente, je me demande si j'aurai un jour le courage de lui avouer la vérité et d'enfin montrer à quelqu'un qui je suis vraiment. Parce que si je n'y parviens pas avec Sam, alors, avec qui ? Chapitre 7. Sam se gare, agité. Il devait retrouver Annie il y a 40 minutes et il est en retard. Elle est allée rendre visite à sa mère et il lui a envoyé un texto 1/2 heure plus tôt pour la prévenir qu'un patient était arrivé en retard pour sa séance, mais qu'il était en chemin. Sauf qu'en réalité, il était à la maison pour intercepter le courrier. Toujours aucun papier en provenance de Rushing Water pour lui donner procuration sur les comptes de sa mère. Il traverse la rue au pas de course et entre précipitamment dans le restaurant. Un quatuor de jazz joue dans un coin, ce qui n'arrange en rien le mal de tête contre lequel il se bat depuis le déjeuner. Il remarque la présence de la cheminée dans le fond, la baie vitrée qui donne sur une terrasse en pierre joliment éclairée et parsemée de feuilles que l'automne a commencé à faire tomber. Sam n'arrive pas à croire que c'est ici que se trouvait à une époque le Howard Family, un café-restaurant miteux à la sortie de la ville où tout le monde se retrouvait après les cours. Les filles fumaient des Salem Slim Lights à la chaîne et trempaient leurs frites dans un bol de sauce range pendant qu'ils les examinaient et se demandaient laquelle ils dragueraient ensuite. Désormais, c'est le Chestnut, qui appartient à un type venu de Californie bien parti pour obtenir sa première étoile au guide Michelin, et qui propose une escalope de poulet à $31. Sam balaie la pièce du regard à la recherche d'Annie, tout en priant intérieurement pour ne pas croiser un patient. Une femme en tailleur bleu marine, avec un bébé accroché contre sa poitrine, est entourée d'une petite foule dans la salle à manger. C'est sûrement elle, la candidate à la mairie qui a organisé cette rencontre et discussion avec les électeurs. 33 ans, vient d'avoir des jumeaux, en lice pour devenir la première femme élue maire de Chestnut Hill. C'est Annie qui a suggéré qu'ils viennent. Sam est nerveux.
Il se rend au bar pour commander un double whisky et remarque une blonde aux bras maigres qui l'observe depuis son fauteuil dans un coin de la salle, un sourire faussement timide aux lèvres. S'amoche la tête et détourne le regard. Une femme qui fait ce genre de sourire en amène jamais rien de bon. L'instant d'après, il aperçoit Annie, qui est en train de deviser avec un couple de personnes âgées. Elle porte une robe ample en lin qui parvient tout de même à mettre ses formes en valeur et il aune coup de chaud tandis qu'il se remémore la soirée de la veille. Il était allé à la salle de sport dans l'espoir de déstresser un peu, après 2 appels de société de crédit et une lettre d'un agent de recouvrement. Lorsqu'il est rentré, la maison était plongée dans l'obscurité. 5 minutes plus tard, la sonnette a retenti. Il a ouvert la porte et trouvé Annie sur le porche, les lèvres maquillées d'un rouge écarlate. « Je suis navrée de vous déranger », a-t-elle dit avec ce petit air qu'elle arborait toujours dans ces moments-là. « Ma voiture est tombée en panne juste à côté d'ici et mon portable n'a plus de batterie. Est-ce que je peux utiliser le vôtre pour prévenir mon mari ?» Elle est entrée et a inspecté l'intérieur, avant de le complimenter sur la décoration tout à fait charmante. « Je n'ai aucun mérite, a-t-il répondu. C'est ma femme qui a très bon goût. Elle a hoché la tête. Laissez courir ses doigts sur le cuir du canapé. Examiner le cadre au-dessus de la cheminée, qu'elle avait acheté à un artiste Bushwick avant de quitter New York. J'ai vraiment eu une journée merdique. Est-ce que vous pourriez me servir un verre, par hasard ? Une demi-heure plus tard, elle était nue. Ils ne sont même pas arrivés jusqu'au lit. Elle appelle ça la poursuite. Elle l'Y a initié au début de leur relation, lors de ce fameux mariage pour lequel il était allé chez Brooks Brothers afin de trouver une tenue. Elle s'était approchée de lui alors qu'il était au buffet des desserts. La soirée touchait à sa fin. Elle s'était présentée faisant comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Elle avait prétendu appeler Lily et être une cousine éloignée du marié. Elle venait de Boise, où elle élevait des moutons et vendait des bonnets qu'elle tricotait elle-même. Il avait joué le jeu et offert de partager un taxi avec elle. Elle avait papoté avec le chauffeur, lui avait raconté que c'était la première fois qu'elle venait à New York et qu'elle n'avait jamais vu autant de monde au même endroit, tout ça avec la main de Sam sous sa jupe. C'est vite devenu un jeu régulier. La serveuse sexy. La comptable avait qu'un côté obscur. Elle était incroyablement douée. Chaque fois, elle parvenait à le surprendre en imaginant des personnages différents qu'elle interprétait à la perfection. Elle menait lentement la danse, guidant Sam jusqu'à l'inévitable dénouement, une partie de jambes en l'air hallucinante avec une pseudo-inconnue. Annie Potter, sa femme aussi brillante que magnifiquement sexy. Et elle attend que les 2 petits vieux s'éloignent avant de traverser la pièce pour la rejoindre. Excuse-moi d'être en retard, dit-il en l'embrassant. Tu es en retard ? Dit-elle en évitant son regard. Je n'avais pas remarqué. Est-ce que ça va ? Pourquoi ça n'irait pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Elle attrape un canapé sur un plateau qui passe à sa portée. Je regrette simplement d'avoir épousé un menteur. Et elle a des visages, incrédule. Ne me dis pas que tu m'en veux encore pour hier soir. Je ne t'en veux pas. Mais l'anglais est ma langue maternelle, alors je sais pertinemment que le mot géocache n'existe pas. Sam l'attrape délicatement par les épaules et la fait pivoter pour qu'elle soit face à lui. Annie. Verify. Dictionnaire du Scrabble officiel. 5e édition. Elle plisse les yeux, sceptique. Comment tu sais ça ? Je l'ai lu quelque part. Il a été voté mot de l'année 2014 dans le cadre d'un concours. Il a battu Zen. Un concours ? C'est comme ça qu'on ajoute des mots à une langue de nos jours ? Elle mord dans l'amuse-bouche et un petit morceau de brie fondu reste sur sa lèvre. Entre ça et la télé-réalité. Est-ce qu'il existe encore quelque chose qui n'ait pas été détruit ? Si tu y tiens, je suis heureux de te déclarer gagnante, murmure Sam à son oreille. On peut trouver un placard à balai quelque part et te remettre ton prix. Désolé, mon grand, mais non, chuchote Annie, radoucie. Je suis ici pour rencontrer ma candidate. Sam passe son pouce sur sa lèvre pour enlever le petit bout de fromage qui s'y est attardé. Est-ce que tu lui as parlé ? Pas encore, je ne sais pas comment l'aborder, explique Annie. Tu y vas et tu dis bonjour. Non. Si je fais ça, ça veut dire que je discute avant de l'avoir rencontrée, et l'invitation disait rencontre et discussion. L'agitation semble monter d'un cran autour d'eux. Sam regarde derrière lui et voit que la candidate se dirige vers le bar, en s'arrêtant à chaque passe pour serrer des mains. C'est parti, dit Annie. Elle termine son verre de vin et le tend à Sam. Souhaite-moi bonne chance. Sam s'appuie au bar et Annie gagne le fond de la salle pour prendre place dans la queue. Ça alors. Salut, voisin. C'est la femme qu'il a remarqué en arrivant. Elle lui est vaguement familière. Il finit par la situer, c'est la voisine de Sherry Lan,
avec le mariait le petit chien. Elle lui a fait signe plusieurs fois depuis son allée, tandis qu'elle ratissait des feuilles dans son manteau rouge orné de l'emblème d'Elle Université. Les Big Rays, comme la marque de chewing-gum, avait demandé Annie lorsqu'ils avaient assisté au premier match à domicile d'Elle équipe universitaire. Elle avait insisté pour que Sam et elle s'y rendent, fiers de sa nouvelle ville. Sam Statley, dit Sam en tendant la main. Elle écarquille les yeux et se met à rire. Tu plaisantes ? Il reste impassible, pour bien lui montrer que non. C'est moi, confie-t-elle dans un souffle. Sydney. Sydney Martin. Ça lui revient, à présent. Été 1999. Son sous-sol, le canapé avec le plaid qui grattait, et lui qui croisait les doigts pour que le père de Sydney, le type baraqué qui entretenait les pelouses, ne descende pas chercher une bière dans le frigo. C'est Sydney Pigeon, maintenant, dit-elle en arborant fièrement le diamant qu'elle porte à l'annulaire. J'ai épousé Drew, tu sais, de la Promode 93 ? Enfin bref, j'ai lu l'article sur toi dans le journal. Jolie photo. C'était l'idée de l'agente immobilière, explique-t-il, embarrassé. Elle est dit que ce serait bon pour les affaires. Ça a l'air de fonctionner, si on en croit le nombre de voitures qui défilent dans ton allée. Je n'en revenais pas quand j'ai compris que c'était toi de l'autre côté de la rue, dans cette grande demeure. Sydney est interrompue par un éclat de rire derrière elle. Sam se retourne et voit Annie et la candidate collées l'une à l'autre comme de vieilles amies. Alors comme ça, quelqu'un t'a mis le grappin dessus. Tu es mariée depuis longtemps ? 13 semaines. 13 semaines ? Répète-t-elle. Plus précis, tu meurs. C'est une tradition entre nous. On célèbre notre mariage chaque semaine. Comme c'est charmant. J'aurais cru que tu serais toujours célibataire, à briser des cœurs à la chaîne. C'est fini, tout ça. J'ai changé. Je vois ça, dit-elle d'un ton qu'il apprécie moyennement. En parlant de ça, tu te rappelles ? Elle fait un mouvement de tête en direction des toilettes et oui, il se rappelle. Les toilettes des femmes à 3h du matin le soir du bal de promo de terminale. Sydney n'était même pas sa cavalière. Jody refuse toujours de m'adresser la parole, précise-t-elle en référence à la fille qui était sa cavalière et les a pris en flagrant délit. 22 ans après, elle continue à me lancer des sales regards chaque fois que je la croise au supermarché. Elle te déteste. Qui le déteste ? Une femme apparaît près d'eux. Elle semble être du même âge et a un verre de vin dans chaque main. C'est Sam Statley, annonce Sydney en s'emparant d'un des verres. Elle affamoche la tête. Sam Statley. Bien sûr. Elle lui tend sa main libre. Becky. Nous étions au lycée ensemble, mais tu ne m'as jamais parlé. Sam se tortille, mal à l'aise, en priant pour qu'Annie se dépêche de venir à son secours. On dit beaucoup de bien de toi, en tout cas, reprend Sydney. Ça doit être dingue d'écouter les secrets des gens à longueur de journée. Elle se penche vers lui. Allez, dis-nous la vérité. Quel est le truc le plus croustillant qu'on ait confié pendant une séance ? Le truc le plus croustillant. Répète Sam d'un air songeur. Sûrement de chips. Elle le dévisage pendant un instant sans rien dire, puis éclate de rire. Sydney lui donne une tape sur le bras. Tu es toujours aussi charmant, Sam dit, n'est-ce pas ? Annie. Enfin, elle est revenue. Soulagé, Sam glisse un bras autour de sa taille. Félicitations d'avoir réussi à passer la corde au cou du type le moins susceptible de s'engager, lance Sydney. Ce n'était pas Sam, corrige Becky. C'était Mike Hamill. Sam a été élu, bourreau des cœurs de la classe. Pas vrai, Sam ? Exact, confirme-t-il tout en sentant le regard d'Annie peser sur lui. Sans oublier roi du bal de promo 2 années de suite. Pitié, marmonne Annie entre ses dents. Qu'est-ce que ça fait d'être marié à un psy ? Demande Sydney à accent grave Annie. Il doit lire en vous comme dans un livre. En effet. Mais c'est un de ces bouquins dans lequel la femme est cinglée et dont il ne faut pas croire le moindre mot qui sort de sa bouche. Ils sont interrompus par le tintement d'un couteau contre un verre. La foule se dirige vers le devant de la salle, où la candidate doit prononcer un discours. On se réunit à plusieurs de temps en temps, dit Sydney à voix basse. On appelle ça le dîner club. Il y a Mandy, H. Tu te souviens elle ? Samedi s'amoche la tête, même s'il n'a pas la moindre idée de qui sont ces personnes. Tu devrais te joindre à nous. Ce serait sympa, intervient Annie. Sam préparera des cookies. Les femmes sourient et s'éloignent pour se rapprocher de la candidate. Sam porte son verre à ses lèvres, mais s'interrompt en voyant l'expression Annie. Quoi ? Murmure-t-il. Sûrement des chips ? Il sourit, narquois. Tu as entendu ? J'ai entendu, oui.
C'était drôle. Elle lève les yeux au ciel et se dirige vers un type qui porte un plateau chargé de coupes de champagne. Bien sûr, bourreau des cœurs. Si tu le dis. Chapitre 8. Sam est au travail et je suis d'une humeur 5 étoiles. M. Et Madame Marmonneur ont eu un déclic monumental pendant leur séance ce matin, et je ne pourrais pas m'en réjouir davantage. Madame Marmonneuse voulait passer l'été en Espagne, mais Monsieur Marmonneur acceptait un projet sans la prévenir. Un boulot de designer freelance pour Apple, enfin, je crois que c'est ce qu'il a dit. Ces deux-là parlent comme ils avaient des billes dans la bouche. Il n'a pas pu refuser et ça a donné lieu à une énorme dispute, qui les a poussés à prendre rendez-vous pour voir Sam à 10 heures ce matin, et leur a permis de comprendre la dynamique nocive qu'ils entretiennent depuis si longtemps. Tout vient du fait que la mère de Monsieur Marmonneur critiquait toujours tout. Ce serait trop compliqué de rentrer dans les détails, mais entre leur illumination et l'esparfum d'automne qui flotte dans l'air, je suis d'humeur fabuleuse. Je me rappelle à peine les premiers temps, ces premières semaines qui ont suivi l'aménagement ici, lorsque je me demandais si je n'avais pas commis une terrible erreur en m'embarquant là-dedans. Venir vivre dans cette maison qui est un gouffre financier. Abandonner la grande ville pour ces endroits. Chestnut Hill, New York, là où tous les jours ressemblent à un mercredi. Mais si le mercredi en question est semblable à mercredi dernier, alors je suis plus que d'accord. C'est le jour où j'ai aperçu Sam à travers la fenêtre du parloir, alors que je quittais Farrell à 13 heures avec un coffre plein de courses. J'ai laissé la voiture sur le parking de la rive, avant de me faufiler jusqu'au bar sans qu'il me voie. Il était en train de faire des mots fléchés et de boire une eau pétillante agrémentée d'une rondelle de citron vert. Nous avons déjeuné tranquillement, un sandwich au thon pour lui, une assiette méditerranéenne pour moi. Jamais ça ne me serait venu à l'idée d'écommander un plat à 23 $ à l'heure du déjeuner sans me soucier de quoi que ce soit. Nous étions si merveilleusement détendus, rien à voir avec le stress de la vie citadine. Jusqu'à ce que je mente à Sam à nouveau, et elle m'a demandé si j'avais davantage réfléchi à mes projets sur le long terme. Ce n'était pas la première fois qu'il me posait la question et, même il faisait de son mieux pour ne pas avoir l'once d'un jugement dans la voix, le sous-entendu ne m'a pas échappé. Est-ce que tu comptais commencer à faire quelque chose d'utile de tes journées ? Je déteste me sentir stupide, alors j'ai menti. C'est marrant, je viens justement d'accepter une offre pour faire du bénévolat, pas plus tard que ce matin. Je pensais qu'on fêterait la nouvelle pendant l'apéritif. Guide touristique pour la Société historique de Chestnut Hill, ai-je ajouté en souriant de toutes mes dents. Cela faisait longtemps que j'envisageais de travailler en tant que bénévole, relativement vrai, et, sur un coup de tête, j'ai consulté le site web de l'organisation, moins vrai, mais pas inconcevable. J'ai vu l'offre et j'ai décidé de déposer ma candidature, complètement faux. Sam a eu la politesse de ne pas faire remarquer ce que nous savons tous le deux. Cette opportunité de « faux » bénévolat est bien en deçà de mes compétences. Mais nous sommes d'accord sur le fait que c'est une bonne occupation et, pour être honnête, j'aime cette image de moi, guidant un groupe de petites vieilles de Boston de haut en bas de la rue principale, montrant du doigt tous les magasins qui ont changé de propriétaire, des aménagements nécessaires pour les nouveaux arrivants en provenance de la ville. Des lampes sur pied style mid-century moderne. Des tables de ferme. Des hamburgers à 18 $ qui n'ont même pas la décence d'accompagner de frites. Même si mentir à Sam est une très mauvaise habitude, il y a pire que prendre une douche et sortir 2 heures par jour, 3 fois par semaine. C'est mon emploi du temps à la Société historique, susceptible d'être modifié. J'ai fait une liste de destinations culturelles que je prévois de visiter pendant les heures où je dois sortir de la maison, pour rentabiliser ce mensonge au maximum. Et ça commence maintenant, à 15 heures par un délicieux mercredi après-midi. Pour mon premier jour de travail, la Société historique de Chestnut Hill. Après tout, ça paraît logique de commencer ici. Je suis d'excellente humeur lorsque je me gare sur le parking situé devant la petite Maison Blanche. Construite en 1798, elle accueille une collection de pièces historiques datant de l'époque où Chestnut Hill était au centre de l'industrie prospère de la brique, une exposition d'objets anciens datant de la guerre civile, et une exposition permanente sur les Lawrence, famille fondatrice de la ville. Je me gare derrière une autre voiture, une Buick marron, et je grimpelle 3 marches branlantes. L'homme chauve à l'accueil semble sincèrement surpris de me voir. Je peux vous aider ? Oui, j'aimerais voir l'exposition permanente. Je lui tends le papier que j'ai imprimé depuis le site internet, les Lawrence, la famille fondatrice de Chestnut Hill. Je ne peux pas résister à la tentation de me pencher vers lui pour lui donner un petit conseil. Pour le titre, vous pourriez peut-être trouver quelque chose d'un peu plus inspiré. Premier étage, répond-il, inexpressif. Prenez l'escalier, l'ascenseur ne fonctionne pas, merci. Je monte les marches 2 par 2,
fébrile à l'idée d'en apprendre davantage sur cette famille dont j'occupe la maison. Des magnats des produits chimiques qui s'enrichirent en polluant la planète, et dont les efforts ont été immortalisés ici, sur 32 panneaux en carton-plume qui auraient bien besoin d'un coup de chiffon. JE commence par le commencement. James Michael Lawrence. Fit fortune dans le pétrole avant de se reconvertir dans les produits chimiques. Philippe, grand mécène. Martin, patron de presse, et sa femme Céleste. Après avoir passé en revue la majorité des papiers d'Agatha Laurence, j'ai le sentiment de tous les connaître intimement. La scarlatine de James, la colite tenace de Martin. Les efforts de Philippe pour faire entrer en vigueur la prohibition dans le comté de Green. Naturellement, c'est Agatha qui m'intrigue le plus. Les gens d'ici croient la connaître. La célibataire de 67 ans ski est morte toute seule, la pauvre vieille fille en haut de la colline. Mais elle était loin de se résumer à ça. Il se pourrait même qu'elle soit la femme la plus intéressante qu'il m'ait été donné de rencontrer. Hier, entre deux patients, j'ai trouvé ses journaux intimes, et le portrait qui en ressort est absolument fascinant. Elle était insolemment indépendante et intelligente et fut une des premières femmes à être admise à l'université de Princeton en 1969. Après son départ pour la faculté, elle fut rarement en contact avec les membres de sa famille, tous de fervents conservateurs. Créatrice textile, elle voyagea dans le monde entier, le plus souvent seule. Son travail fut exposé dans des galeries d'art à New York et à Londres. Elle vivait avec une femme à San Francisco quand elle apprit que son père était mort. Elle savait que ce jour arriverait, le jour où elle deviendrait l'unique héritière de la fortune Laurence. Elle retourna à Chestnut Hill, dans la demeure familiale, et elle étonna tout le monde en vendant la société et en utilisant presque tous les bénéfices pour acheter de grandes étendues de terrain qu'elle plaça en fiducie, afin de se racheter du rôle de pire pollueur de l'État de New York joué par sa famille pendant plusieurs décennies. Soupe au lait, c'est comme ça que mon père appelait les femmes comme elle, et ça n'avait rien d'un compliment. Trop ambitieuse et effrontée. Moi, je suis sous le charme. L'exposition comprend une photo elle se tenant devant un chevalet dans le salon de la maison, accompagnée dès la légende, Agatha Laurence a vécu au manoir Laurence jusqu'à sa mort, à l'âge de 67 ans. Elle était la dernière personne encore en vie de la famille. Je reste là longtemps. L'étrange expression sur son visage, ses cheveux roux flamboyants me captivent. Je me demande si elle a eu peur lorsqu'elle est morte. Seule dans son bureau. L'alarme de ma montre sonne fièrement pour me rappeler que l'apéritif avec Sam commence dans 3 quarts d'heure. Je me dirige vers la sortie. Il me tarde de rentrer à la maison et de le retrouver. Il doit être très curieux de savoir comment s'est passée ma journée. Chapitre 9. Sam avance d'un pas dans la queue. Il ne tient pas en place. Il a sous le bras le document signé par sa mère sur le papier à en-tête de Rushing Water. Seul un guichet est ouvert. L'employé de banque est une fille dans la vingtaine, aux cheveux bouclés au burn et plein de taches de rousseur. Élèse mord la lèvre inférieure en attendant que la cliente dont elle s'occupe extirpe sa carte bancaire de son portefeuille. Sam se balance d'avant en arrière, impatient. Enfin, c'est son tour. Il s'approche et s'éclaircit la gorge. Je suis là pour clôturer un compte et encaisser le solde. J'ai un papier. Il fait glisser la lettre dans la direction de l'employé. Pas de problème, dit-elle en lui adressant un sourire éclatant. Et elle maintient son regard au niveau de son visage, loin de son chemisier, dont les boutons se livrent une lutte aussi acharnée que magnifique contre sa poitrine. Ne fais pas ça, Sam dit. Ne baisse pas les yeux. Votre déguisement d'Halloween est prêt ? demande-t-elle pendant que ses longs ongles roses pianotent sur son clavier. Sam sourit tout en ravalant la réponse qu'il a sur le bout de la langue et qu'il lui aurait offerte sans hésiter dans le passé. Non, mais j'adore le vôtre. Employé de banque sexy. C'est très bien trouvé. Pas encore, dit-il à la place. Dans sa tête, il est déjà en route pour le parloir, où il a rendez-vous avec Annie dans 20 minutes. Elle ne sait pas qu'il a reçu la lettre. Elle n'était pas là quand le courrier est arrivé. Planté à côté de la boîte aux lettres, il a pesé l'enveloppe avant de l'ouvrir. Enfin, elle contenait une attestation du médecin traitant de Running Water, assurant que Margaret est en pleine possession de ses moyens. Soulagé, Sam est rentré dans la maison et a fait de chèques à l'attention des différentes sociétés de crédit, avant de réserver une table au parloir, ainsi qu'une bouteille de Château Palmer Margaux 2009 aux notes minérales d'anis pour la modique somme de $150. Sam attrape un mini-sneaker dans le saladier qui trône sur le comptoir, près du pot à crayon. L'employé attrape la feuille qui vient de sortir dès l'imprimante et la pose devant lui. Il se sent indécemment mal à l'aise. Hélène n'a sans doute pas l'habitude de s'occuper de clients à $2 millions. Néanmoins, elle a l'air impassible. Une vraie pro,
Il doit bien le reconnaître. Point. Parfait, dit-elle avec un clin d'œil une fois qu'il a signé. Vous souhaitez la somme en espèces? Il rit. Point. Certainement. Peut-être que vous pouvez tout mettre dans des grands sacs poubelles? Elle rit avant d'hésiter, un certain point. Vous êtes sûr? Vous préférez des espèces? Non. Un chèque, c'est très bien. Point. Elle pianote à nouveau. Il sent une bouffée d'excitation l'envahir. Point. Voilà, annonce-t-elle en lui tendant un chèque. $274,18. Elle lève les yeux sur elle. Cette fois, c'est la panique qui court dans ses veines, comme une montée d'adrénaline. Point. Il y a un souci. C'est plus que ça. Point. Laissez-moi vérifier. Point. Elle reporte son attention sur l'écran et suit une ligne du bout du doigt. Point. Pardon, vous avez raison. J'ai oublié de vous expliquer que depuis peu, des frais sont appliqués pour les clôtures de compte, d'un montant de $4. J'aimerais pouvoir les annuler, mais c'est programmé automatiquement dans notre système. Point. Elle se penche en avant et baisse la voix. Point. Les banques, je vous jure. Toujours à trouver de nouveaux moyens à arnaquer les petits consommateurs. Enfin bref, la différence vient de là. Point. Elle lui serre un nouveau sourire Colgate. Point. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Nous avons de s'offres très intéressantes sur un nouveau type de carte Visa. Point. Non, je pense que c'est tout, répond-il d'une voix chancelante. Point. Dans ce cas, merci d'avoir utilisé Northstar, et, tenez. Point. Elle sort une sucette de son tiroir et la pose devant lui. Point. C'est mon anniversaire, alors je fais la distribution. Point. Merci. Point. Et elle s'empare de la sucette, tourne les talons et parvient à peine à atteindre un fauteuil dans le hall d'accueil. Il a des fourmis dans les mains et du mal à respirer. Il doit faire un effort pour se rappeler que ce sentiment qu'il éprouve d'être en train de mourir n'est rien d'autre que ça, un sentiment. Il a déjà connu les symptômes d'une crise de panique. Crise qui n'est pas nécessaire ici, car il y a forcément une explication. Il doit y avoir une explication. Un autre compte avec un numéro différent, peut-être. Un compte au nom de son père. Point. Dites-moi que je rêve, dit une voix d'homme derrière lui. Sam Statley. Point. Pas maintenant, pitié. Il tourne la tête. Point. Crush Andersen. Promo de 1993. Secondeur de renom, célèbre pour avoir relevé le défi de Joy-en-Blain et descendu 6 litres de Fanta, Orange pendant une fête après leur défaite en finale du championnat de l'État de New York. Comment tu vas, mec? Il tape sur l'épaule de Sam et l'attire contre lui dans une étreinte gênante. Point. Ça va super, Crush, merci. Point. À l'exception de sa crainte de vomir d'un instant à l'autre. Point. Quoi de neuf? Rien de spécial. La routine. Point. Sam ne sait pas pourquoi il dit ça. Sans doute parce qu'un type comme Crush s'attend à ce genre de réponse lorsqu'il pose ce genre de questions. Point. Crush commence à lui raconter que Jessie Alter est venue l'autre jour, et qu'est-ce que c'est que ça, une espèce de réunion d'anciens élèves à la filiale locale de Northstar? Sam fait de son mieux pour feindre qu'il intéresse à ce que Crush déblatère, 3 ans comme directeur de succursale, 6 ans comme secouriste bénévole chez les pompiers, mais il est surtout occupé à se concentrer pour ne pas rendre son déjeuner. Point. Et toi? Crush baisse la voix et sourit. Point. Ton père est toujours avec le mannequin de Sport Illustrated. C'était Talbot, corrige Samedi. Et non, ça n'a pas duré. Point. Et elle attrape Crush par le coup de poing. Dis-moi, Crush, est-ce que, à tout hasard, tu pourrais regarder dans le système si vous n'avez pas un compte à son nom ici? Théodore Statley. Point. Désolé, mon pote, mais je ne peux pas divulguer ce genre d'informations, répond Crush. Point. Et elle se penche vers lui et lui fait un clin d'œil. Point. Mais qu'est-ce que tu dirais de discuter de tout ça dans mon bureau avec vue? Il escorte Sam jusqu'à un petit bureau vitré, s'installe dans son fauteuil et signe à Sam de s'asseoir sur une chaise en plastique. Pendant que Crush tapote sur son clavier, Sam se répète que tout va bien se passer. Sa mère a fait une erreur. Le compte n'est pas à son nom à elle, il est au nom de son père. C'est, non, à Sen Crush. À part celui de ta mère, aucun compte au nom de Statley. Point. Sam fait claquer ses paumes sur ses cuisses. Point. D'accord. Merci du coup de main. Point. Content de t'avoir vu, mec. Au fait, on doit se retrouver avec les copains pour regarder le match ce week-end. Tu devrais te joindre à nous. Point. Rassure-moi, tu n'es pas devenu trop bien pour nous, Stat. Sam se relève. Ses jambes parviennent à peine à supporter son poids. Point. Non, Crush. Bien sûr que non, voyons. Chapitre 10. Je suis dans le bain, avec un tas de bulles qui me chatouillent le cou. Un frisson glacé me parcourt par intermittence. Tout est froid. L'air, l'eau, Samedi cela fait maintenant 3 jours qu'il est bizarre. Bougon, sec, totalement désintéressé par mon emploi, fictif, de bénévole. Je pensais qu'il serait ne serait-ce qu'un peu curieux d'entendre les fascinantes anecdotesques que j'avais glanées en tant que spécialiste historique.
Mais c'est à peine si j'ai obtenu un grognement peu enthousiaste l'autre matin lorsque je lui ai demandé s'il savait qu'en 1797, Chestnut, il avait failli être nommé capitale de l'État à un vote près. Et puis il y a eu l'incident avec le post-it point collé sur la porte d'entrée, vert néon, avec le message écrit en gros au marqueur pour que je ne le loupe sous aucun prétexte en sortant. C'est possible de mettre la voiture plus loin. Les patients ont besoin de place pour se garer. C'est tout. Il n'a même pas eu la décence d'utiliser une ponctuation digne de ce nom. Ça n'aurait pas été un drame si ce petit mot n'avait pas été notre seul échange ce jour-là, sauf que ça l'a été. Apparemment, il n'était pas d'humeur pour l'apéritif. Un mal de tête, soi-disant. Je lui ai prescrit 2 verres d'eau et une bonne nuit de sommeil, choisissant de m'abstenir de tout commentaire quant au fait que son mal de tête avait sans doute un rapport avec les 2 canettes de bière que je l'avais entendu ouvrir, quand il resta tout seul pendant 1 heure dans son cabinet après le départ de la sombre directrice d'école, aussi triste qu'à l'accoutumée, à 17h30. Cela me fait de la peine de l'avouer, mais c'est un aspect de lui que je ne connaissais pas, et que je n'apprécie pas particulièrement, un Sam qui marche d'un pas lourd, avec un regard de chien battu point mais tant pis pour lui. J'ai décidé que je n'allais certainement pas se laisser sa mauvaise humeur me saper le moral point raison de se réjouir en dépit de l'humeur de Sam. Une liste dans l'ordre décroissant 3. Ce n'est pas un mythe, ça paie de travailler dur. Depuis hier matin, je suis 15e au classement Amazon, prends ça, Lola de Pensacola. 2. Il a plu toute la matinée. Aucun touriste fictif ne risque de se présenter pour prendre part à ma fausse visite, ce qui m'offre une après-midi bien méritée de cocooning et m'amène au numéro 1 de ma liste, la meilleure raison de me réjouir. 1. Le président Josiah Edward Bartley, l'essence de l'humilité point à la Maison-Blanche, mon Dieu. C'est la série préférée de Sam devant l'Éternel et je comprends pourquoi, à présent. Je n'avais jamais regardé. Ces matins, quand il est parti travailler, j'ai décidé de jeter un coup d'œil au pilote. 3 heures plus tard, mon implication dans le conflit entre Jed Bartley l'homme et Jed Bartley le président est totale. Je vais remonter le moral de Sam en lui annonçant la nouvelle ce soir, pendant l'apéritif. Je l'ai fait, j'ai regardé la première saison. Et je le reconnais, c'est génial. J'enlève la bonde de la baignoire et je me lève. Ma peau se couvre de chair de poule tandis que j'attrape ma serviette, en me répétant pour la 1e fois que peu importe ce qui se passe avec Sam, ça n'a sans doute rien à voir avec moi. Après tout, il n'y a pas qu'avec moi qu'il est bizarre. Il est aussi avec eux. Nos patients, je veux dire. Distrait, disorganize. Hier, sa séance de 13 heures était avec une nouvelle patiente prénommée Pamela, elle-même thérapeute. Elle vit à une 30aine de kilomètres et envisage d'envoyer son fils à problème dans un pensionnat. Alors que je me brosse les cheveux dans le miroir, je remarque quelques cheveux gris. Il faut que je m'occupe de ça. C'est une de mes craintes. Venir ici et me laisser aller, exactement comme les gens du coin. Je devrais essayer quelque chose d'audacieux, un roux flamboyant peut-être, comme Agatha Laurence. J'ai trouvé 4 boîtes de sa coloration dans le placard de la salle de bain. Le roux m'irait sûrement à merveille. Je m'approche de la fenêtre et frotte la buée qui s'est formée sur la vitre pour observer Sydney, notre sympathique voisine. J'ai commencé à la surnommer le pigeon, à l'image de ces oiseaux agaçants qui ne comprennent rien à ce qu'on leur dit. Elle est partout, à lancer des coucous, c'est la voisine, cachée derrière un paquet de chips, au milieu du rayon des fruits et légumes, ou à traverser le pont avec son chien à la tête bizarre, comme il y a 2 jours alors que Sam sortait du cabinet. Elle s'est arrêtée pour le saluer, à grand renfort d'ébattement de paupières. Mon instinct avait vu juste. Ils sont sortis ensemble au lycée. Je l'ai appris lors de la 2e étape de ma chasse au trésor culturel, la bibliothèque publique, là où j'ai découvert une étagère avec tous les albums du lycée de Brookside. Il y a un exemplaire de chaque édition depuis la construction de l'école sur un champ de blé en 1968. J'ai failli les louper, rangés au-dessus des magazines, avec le nom du lycée imprimé sur la tranche dans la police d'écriture la plus en vogue cette année-là. Je n'ai pas pu résister. J'en ai attrapé plusieurs et j'ai gagné une table carrée, où j'ai pris, difficilement, place sur une chaise pour enfants. Il y avait des photos du père de Sam, le prof de maths au charme à l'état brut, Margaret, la secrétaire au joli sourire aimé de tous, et enfin, Sam lui-même, qui apparaît pour la première fois à la page 14 de l'édition de 1995, avec ses pommettes ciselées et ses lèvres rouges. Stats. C'est comme ça que les autres le surnommaient, et ce n'est pas la peine d'être celle qui a le plus de chances de travailler pour la CIA, comme l'a été élue Becky Westworth, promotion de 1995,
pour comprendre que cela fait référence au nombre de filles avec qui Sam a couché. Et apparemment, cela inclut Sydney Pigeon née Martin. Sydney était tout à fait le genre de Sam, châtain clair, courte sur pattes, grassouillette. Je plaisante, bien sûr. Elle était mince et absolument charmante. De la fumée s'échappe de sa cheminée et la lumière est allumée à l'étage. Je l'imagine dans son salon, en train de regarder les programmes du matin, tout en pliant son linge. Je suis sur le point de tourner le dos quand j'ai remarqué une voiture dans l'allée, garée derrière celle de samedi. Une Mini Cooper vert bouteille avec des bandes blanches façon voiture de course-point, c'est la première fois que je la vois. J'étends ma serviette pour qu'elle sèche et j'enfile le peignoir que j'ai trouvé dans l'armoire d'Agatha Laurence quand j'ai emménagé, une piécette de la collection Cachemire de Neiman Marcus, pour ma défense. Je sais ce que je devrais oublier, que je viens de voir cette Mini Cooper verte et m'en tenir à mon plan. Changer les draps et regarder l'épisode 6 d'Accent grave, la Maison Blanche, en grignotant les 2 Oreos qui m'attendent patiemment sur ma table de nuit. Mais avant d'avoir le temps de réfléchir à ce que je fais, j'ai descendu précipitamment l'escalier, direction le bureau, en laissant derrière moi des traces de pas mouillées sur le plancher. C'est exactement ce dont tout le monde dans cette maison avait besoin pour un nouveau patient. Astérisque, 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 l'air frais qui entre par la fenêtre fissurée me frappe au visage dès que j'ouvre la porte. Je m'approche des cartons et du tapis à motif smiley que j'ai commandé sur Urban Outfitters. C'était probablement superflu, étant donné que Sam se fiche complètement de ce qui se passe dans cette pièce, mais quand j'ai lu la description, remplissez votre espace d'ondes positives avec ce tapis smiley doux pour les pieds. Je n'ai pas pu faire autrement que l'acheter pour couvrir le conduit. De quoi cela vous a-t-il fait prendre conscience ? Demande Sam au moment où j'approche mon oreille de la grille métallique. Du pouvoir que je suis capable d'exercer. Femme avec un accent. Italien, peut-être ? Vous auriez cru le contraire, pas vrai ? Pas italien. Français. Que voulez-vous dire ? Interroge samedi. J'avais 17 ans et je couchais avec le type de 40 ans pour qui je faisais du babysitting. C'est lui qui aurait dû être aux commandes dans cette dynamique et pourtant, j'aurais pu lui faire n'importe quoi. Pommette bien dessinée, brune, coupe courte. Une Nathalie Portman à la française. Je fais ça, parfois. J'imagine à quoi les patients ressemblent et qui joueraient leur rôle dans un film, en m'appuyant uniquement sur leur voix. En général, il me faut au moins 3 sessions. Pour Nancy Lapatie, j'hésite encore entre Emma Thompson et Frances McDormand, mais avec celle-ci, c'est immédiat. La sombre Nathalie Portman de Black Swan. Et maintenant, c'est comme une seconde nature. Quoi, exactement ? Manipuler les hommes pour leur faire tout ce que je veux. Vous pouvez appeler ça mon super pouvoir. Je devrais vendre l'idée à Marvel, vous ne croyez pas ? Laissez-moi enfiler une combinaison rouge et regardez-moi trouver les faiblesses des hommes. Je vois l'affiche du film d'ici, répond samedi, ils rient tous deux de bon cœur et je remarque à quel point ils semblent détendus. J'irais même jusqu'à dire que c'est la première fois depuis des jours que je le sens si décontracté. Je n'arrive pas à m'imaginer dans une relation avec une personne que je ne pourrais pas contrôler. Avec des hommes, du moins. Avec les femmes, c'est une autre histoire. Vous êtes en couple en ce moment ? S'enquiert-il ? Je vois plusieurs personnes en même temps. Mais je consacre presque tout mon temps à Chandler. Je plaque ma main sur ma bouche pour étouffer un rire. Chandler ? En réalité, c'est à cause de lui que j'ai décidé de commencer une thérapie. Parlez-moi de lui, l'invite samedi, elle soupire. Je l'ai rencontré à la fin de l'été, lors d'un vernissage à New York. Le type avec qui j'étais était plutôt barbant et j'ai tout de suite remarqué Chandler. Il se tenait près du bar, sexy à mourir. Vous savez, comme peuvent l'être les types plus vieux. Je vous crois sur parole. Quel âge a-t-il ? 41 ans. Elle ricane. Désolé si ça vous vexe que je trouve ça vieux. Ça me vexe pas, mais merci. Bref, je l'ai rejoint et nous avons commencé à discuter. Je lui ai demandé si l'exposition lui plaisait. Mon Dieu, la façon qu'il avait de me regarder. Comment vous regardait-il ? Il me dévorait des yeux. Et il ne s'en cachait pas le moins du monde, accessoirement. Sa voix est distante. Je l'imagine sur le divan, alangui, le regard tourné vers le jardin. Je continue à me masturber en y repensant. Yemets respect. Je paierais cher pour savoir ce qu'il peut bien penser de cette fille. Sa femme nous a rejoints et s'est présentée. C'était l'organisatrice d'Elexpo. Nous avons papoté pendant quelques minutes. Il ne m'a pas quitté des yeux de toute la soirée. Avant de partir, j'ai écrit mon nom et mon numéro dans le livre d'or près de la porte. Et il m'a envoyé un message dans l'heure et il est venu chez moi le même soir. Elle rit doucement. C'était la meilleure nuit de ma vie. J'ai pourtant le sentiment qu'il y a un « mais » qui arrive.
2 jours plus tard, j'arrive pour mon cours d'atelier à l'université, et je me rends compte que c'est lui le professeur. Je n'en avais pas la moindre idée. Nous n'avons rien dit ni l'un ni l'autre, mais il m'a demandé de rester à la fin du cours. Et vous êtes resté ? Oui. Qu'est-ce qu'il voulait vous dire ? Rien. Il a verrouillé la porte et m'a allongé à terre. Depuis, c'est notre rituel à la fin de chaque cours. Il y a 4 autres étudiants. Vous n'imaginez pas la tension qui règne entre lui et moi pendant cette heure-là. Le silence s'installe. J'imagine Sam installée dans son fauteuil, attendant qu'elle reprenne la parole. Je vous choque, docteur ? Si vous me choquez ? Oui. Une femme impressionnable de 24 ans, qui couche avec son professeur, marié et plus vieux qu'elle. Ça déroge à tout un tas de règles. Que pensez-vous de cet aspect de votre relation ? Je trouve ça incroyablement excitant. D'ailleurs, rien ne m'excite davantage que dépasser les limites avec un homme. C'est un sujet que j'aimerais approfondir, mais malheureusement, notre séance touche à sa fin. Je regarde la pendule, 14h44. Son rendez-vous a dû commencer à 14h. J'attrape le carnet que j'avais caché dans l'un des cartons d'Agatha Laurence et j'ajoute son nom à la liste, la française, tandis que j'entends Sam se tortiller dans son fauteuil en dessous de moi. Je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé de votre session aujourd'hui. Dans votre mail, vous disiez n'avoir jamais consulté auparavant. J'aime bien demander à mes nouveaux patients ce qu'ils. Ça m'a fait un bien fou. Vous valez jusqu'au dernier cent de vos honoraires. Aimeriez-vous prévoir une autre séance plus tard dans la semaine ? Vous souhaitez me voir 2 fois par semaine ? C'est ce que je suggère à tous mes nouveaux patients, du moins au début. J'arrête d'écrire. Jamais il ne suggère ça. La thérapie aide uniquement les personnes qui s'impliquent réellement. Charlie. J'inscris son nom dans le carnet. Est-ce que je peux y réfléchir ? Demande-t-elle. Bien sûr. Il se lève et j'entends la porte du cabinet s'ouvrir. J'attends que la porte de dehors claque et que les pas de Charlie résonnent sous la fenêtre avant de remettre le carnet dans le carton et de me redresser pour l'observer à la dérobée à travers la vitre cassée. Elle porte un bonnet orné de fourrure, un long manteau en laine. Je ne parviens pas à distinguer les traits de son visage, tandis qu'elle ouvre la portière et s'installe au volant de sa Mini. Je m'éloigne de la fenêtre et remets le tapis en place, puis je resserre les panses de mon peignoir et me faufile hors de la pièce sans faire de bruit pour tourner à l'étage. Mal à l'aise. Il va devoir faire attention avec celle-ci.